Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, le dernier de l'année. Donc pour cette dernière émission de l'année, il fallait un invité exceptionnel qu'on avait déjà eu l'occasion de recevoir à plusieurs reprises. C'est l'un des auteurs les plus bankable, comme on dit dans le jargon de la littérature, on va dire, puisqu'à chaque fois qu'il sort un livre, c'est un événement. Donc il est certain que le dernier ne va pas déroger à la règle. C'est Laurent Oberton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette nouvelle invitation puisque vous étiez déjà venu précédemment. Donc je le disais, on est particulièrement heureux de vous recevoir donc, pour ce dernier numéro de l'année. Et oui déjà, donc un numéro dans lequel on va revenir, si vous le voulez bien, sur l'année écoulée. Et Dieu sait si l'actualité de cette année 2024 a été riche. On va un petit peu se projeter sur 2025. Et puis évidemment, on parlera aussi longuement de ce dernier ouvrage, donc événement, donc intitulé Guerre, qui paraît comme d'habitude aux éditions Magnus. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, j'aimerais donc qu'on fasse le bilan, donc je le disais, de 2024. D'abord, si vous deviez choisir 3 mots pour décrire cette année, lesquels choisiriez-vous, Laurent Oberton ? Le premier, ce serait merdique, parce que du point de vue politique, on n'a quand même jamais vu ça. 3 ministres de l'Intérieur, 3 premiers ministres, pardon, oui, ministre de l'Intérieur. Sur une année, c'est déjà assez fabuleux. Et bon, et qui sait, les quelques heures qui restent, voilà. Bon, c'était une année, quelque part. On voit que la réalité se rapproche du cirque politique quand même. Donc forcément, ça risque de mal se terminer, mais plus ça se termine vite, mieux ce sera. Parce qu'on a été habitué à avoir l'impression que la situation était totalement immuable, et là aujourd'hui on se rend compte que cette classe politique est complètement dépassée par la réalité de la situation, et que par conséquent ça risque fort de mal se terminer, et que les petites gesticulations des uns et des autres n'y changeront pas grand-chose. Donc ça c'est le premier mot, merdique. Merdique, ça c'est le premier mot. Sinon, routine peut-être, parce que pour Monsieur Moyen, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il n'a pas voulu, tout ce pourquoi il n'a pas voté. Il a l'insécurité, il a l'immigration, il a la faillite économique, et tout ça en son nom, et tout ça en prétendant qu'il est souverain, que c'est lui qui exerce son pouvoir. Monsieur Moyen, les mains dans les poches, regarde la télé, râle, grogne, a peur et attend. N'a rien fait pour empêcher ça, et aujourd'hui ne fait pas davantage que contempler un petit peu ce fameux spectacle politique, en espérant qu'il va par miracle en sortir quelque chose de nouveau. Et malheureusement, moi je ne crois pas beaucoup à ce genre de miracle, et tant que la population ne fera pas sérieusement pression, tant qu'elle ne sera pas sérieusement formée intellectuellement, je ne crois pas que ça puisse déboucher sur quelque chose de positif. Voilà. Donc merdique, routine, et pour rester sur une note positive, je ne vais pas parler d'espoir, c'est pas trop mon terrain exactement. Plutôt garder un espoir raisonnable. Je sais que ça fait 2 mots, mais bon, c'est important de rester dans la raison. Les choses, malgré tout, évoluent quand même assez vite. Il y a quand même une prise de conscience assez profonde, un sursaut. On voit de plus en plus d'individus qui se méfient de l'information manufacturée et qui vont chercher par eux-mêmes d'autres sources. Alors, c'est pas toujours heureux, mais en tout cas, il y a, j'ai l'impression, une prise de conscience de certaines choses. Et ça peut aller assez vite, parce qu'il y a certes une inertie dans l'opinion. Les gens sont souvent des suiveurs, c'est-à-dire qu'ils vont regarder ce que pense le voisin, leur groupe, ce qu'on attend d'eux. Mais quand il y a un mouvement de fond dans l'opinion, ça peut tourner très rapidement. Donc ça, c'est pour l'aspect meilleur vœu, on va dire, de ma vision des choses. Quelle est selon vous la personnalité de l'année en France ? La personnalité en France, c'est assez compliqué. Si j'étais le New York Times, j'aurais pu dire Trump sans problème, mais en France, c'est plus difficile. J'ai envie de dire Jean-Marie Le Pen, soyons fous, parce que son état de santé est très difficile, et parce qu'à mon avis, l'histoire lui rendra cette justice d'avoir vu bien avant beaucoup d'autres certaines choses, de l'avoir dit, de n'avoir jamais rien cédé, d'avoir à peu près tout subi et tout perdu au nom de ce combat.
Et aujourd'hui, on a tendance à l'oublier un petit peu. Je sais que certains rêveraient de l'enterrer. Mais moi, je pense que ce genre de personnalité a ce petit côté immortel. J'en parle dans le prochain épisode de La Furia, en lui rendant cet hommage. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a fait parle déjà pour lui et lui survivra. Et je pense que dans quelques années, si les choses tournent plutôt bien, beaucoup de citoyens lucides lui rendront à Jean-Marie ce qui est à Jean-Marie, c'est-à-dire cette préscience qu'il a eue et qu'on n'a pas, que beaucoup d'entre nous n'ont pas assumé, partagé parce que on a bien vu ce qui pesait sur lui, ce fameux chantage à l'extrême droite, cette excommunication permanente. Personne n'avait envie de vivre ça. J'avais reçu Laurent Tapie, le fils de Bernard Tapie, qui, chose incroyable, me disait que finalement, avec le recul, vous vous souvenez de ce débat sur TF1 entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie, il disait que sur le fond, c'était, enfin plutôt sur la forme, c'était son père qui avait gagné, mais qu'avec le recul sur le fond, exactement. Il considérait que c'était Jean-Marie Le Pen qui avait vu vrai, quoi. C'est extrêmement honnête de sa part et malheureusement, beaucoup vont avoir vont partager cette impression, mais il ne faudrait pas que ce soit trop tard, parce que oui, peut-être que lui était là trop tôt, mais en tout cas, là, il est minuit moins une, et peut-être même minuit déjà plus une, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut assumer la réalité, de la regarder dans les yeux et d'y apporter des solutions. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué en France cette année ? Cette année, les événements politiques, évidemment, sont marquants parce qu'on en parle beaucoup, mais je pense que c'est justement un peu ce déclin de l'actualité, de la crédibilité politique. C'est-à-dire qu'on sait bien que les Français critiquaient énormément Macron, le gouvernement, mais ça tenait un peu du jeu social. En réalité, on était tous branchés sur nos postes et on attendait de savoir qui l'allait nommer, comment ça allait se passer, pourquoi il a fait ça. Les Français sont assez addicts à ce jeu. Mais là, j'ai quand même vraiment l'impression que il n'y a plus d'énergie dans cette machine. Ça veut dire, c'est vous regardez le même film pour la 100e fois, les mêmes effets spéciaux, l'histoire est un peu déjà écrite, vous savez qu'à la fin, vous allez jouer, mais vous allez perdre, et même si vous ne jouez pas, vous perdez quand même, que ça vous coûte énormément d'argent, et on voit bien que toute cette classe politique en place ne propose absolument rien pour changer les choses. Elle veut défendre ses intérêts, ses moyens de pouvoir, d'extorsion fiscale, et c'est à peu près tout ce qui a l'air de l'intéresser. Donc malheureusement, si on reste spectateur, les choses continueront à mal se passer. À un moment, il faudrait venir aux actes. Et pour moi, voilà, ce n'est pas vraiment un événement, mais disons que c'est un effondrement qui se confirme. Bon, et la question suivante, je devine la réponse, puisque vous en avez parlé il y a un instant. À l'échelle internationale, la personnalité de l'année ou l'événement qui vous a le plus marqué ? Oui, là, c'est pour le coup l'élection de Donald Trump. Bien au-delà du personnage et du fait politique, c'est important parce que c'est encore un échec énorme de ce fameux camp du bien, ce que j'appelle la secte dans mon livre Guerre, c'est-à-dire cette coalition d'âmes bien pensantes qui détiennent les médias, qui détiennent la plupart des administrations, de la culture, enfin de la production audiovisuelle, etc., qui avaient mis tout leur poids dans la balance contre Donald Trump. On nous a expliqué, France Inter l'a assez fait, que c'était le méchant, que c'était le patriarcat blanc, l'effroyable anti-écologiste, etc. Et une fois qu'on a dit tout ça, ça suffit plus maintenant. Et Donald Trump a remporté plus qu'une victoire étriquée, très large, un très grand succès. Donc c'est significatif. Et je pense que ça permet de désinhiber beaucoup de monsieur moyen de par le monde, pas seulement aux États-Unis. Je pense qu'en France, même s'il est de bon ton de dire beaucoup de mal de Trump en disant voilà, c'est l'Américain dans toute son outrance, on est un petit peu éduqué à ne pas aimer ça et à s'en détacher. Mais il n'empêche, dans son fort intérieur, monsieur moyen commence à se dire que finalement, mal pensé, mal voté, c'est peut-être pas pire que l'avoir bien fait, puisque ça nous a mené dans une situation de chaos total. Vous diriez que tout s'est dégradé en 2024 ? Il n'y a même pas des petites lueurs très franchement, positives. Non. L'insécurité, on n'a pas encore les chiffres, mais je pense qu'elle va une nouvelle fois battre son record historique. Les violences aux personnes le battent
chaque année, hein, depuis que j'écris La France Orange Mécanique, c'était il y a 12 ans, chaque année, on a établi un nouveau record historique des violences aux personnes mesurées. Et je pense que 2024 ne va pas déroger à cette règle assez dramatique et que rien n'est fait pour appréhender cette nouvelle ultra-violence. La justice, c'est toujours exactement la même, on a toujours la même façon de fonctionner, on est encore bloqué dans les années 50-60, alors qu'on n'a pas du tout affaire à la même criminalité. L'État, on imagine qu'il est fort, mais non, il est gros. Il est une inertie énorme, il est un millefeuille administratif qui empêche toute réaction concrète. Par exemple, on l'a vu avec Notre-Dame, quand Macron a voulu faire accélérer les chantiers, il a fait sauter tous les obstacles administratifs. Sauf qu'avec l'immigration et la sécurité, on ne va jamais faire ça. Au contraire, vous aurez toujours le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'Union européenne, les machins, tout pour vous, pour empêcher le peuple d'exercer sa souveraineté. À partir de là, évidemment, tout va se dégrader. L'économie, pour moi, là c'est assez facile à mesurer. La dette de 3 000 milliards qui a été augmentée par M. Le Maire de 1 000 milliards pendant son mandat, ça c'est une situation, on a du mal à mesurer ça, mais il faut la ramener à des chiffres simples. Moi je dis souvent, la protection sociale, la seule protection sociale coûte en France 35 000 € par an et par travailleur privé. Donc, si chaque travailleur doit payer à la fin de l'année 35 000 €, on lui prend 35 000 € qui sont produits par lui pour faire tourner cette machine, ça ne peut absolument pas tenir. Et ce coût, il augmente toujours. Tous les budgets ont augmenté depuis des décennies. L'éducation, la santé, même la justice, tous ces budgets ont augmenté énormément et les services sont de moins en moins bons. À un moment, il faut se demander où passe l'argent. Et il passe dans cette administration tentaculaire, dans tous ces comités, ces machins de casage, de recasage. L'argent n'est pas à eux, donc ils le dépensent n'importe comment, sans soucier de savoir si ça marche. Monsieur Moyen regarde la télévision et dit « Allez, on va débloquer 1 milliard pour ça, 1 milliard pour les hôpitaux, 1 milliard pour les machins ». Donc il dit « C'est très bien, il faut soutenir ces secteurs », mais il ne se rend pas compte que là, l'économie, on est en train de la détruire. Et donc on est vraiment en bout de cycle. Tout le monde s'en rend compte. Malheureusement, je pense qu'il faut encore un peu plus creuser. Il faut une situation à l'Argentine pour que une crise vraiment, pour que on sorte la tronçonneuse une fois pour toutes. Alors justement, en parlant de casage et de recasage, j'aimerais qu'on parle un peu de politique intérieure. Laurent Berton, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur la situation politique actuelle. Quel bilan justement vous faites de ces premiers jours justement de recasage du haut-commissaire au plan François Bayrou en tant que Premier ministre? Le haut-commissaire au plan B, moi c'est ce que ça m'a inspiré, c'est-à-dire que déjà ce poste, le nom de ce poste, tout était parfait, dans le plus beau jargon technocratique français. On ne sait absolument pas, lui-même je pense ne saurait pas expliquer ce qu'il faisait exactement quel était son plan. Personne ne savait d'ailleurs. Voilà, personne ne savait. François Bayrou, son plan, ça a toujours été de vivre de l'argent public quelque part, et bon, ça lui réussissait. Sans doute que là, il est content parce qu'il a plus de prestige, mais il va être confronté, je ne sais pas, ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il va être confronté aux limites de ce poste, comme tous les autres avant lui. En tout cas, on sait qu'il est maire de Pau, parce qu'il s'agit Oui, il est maire de Pau, absolument. Ça, voilà, c'est toujours ces mêmes questions. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il aurait dû aller à Mayotte? Ça vous a choqué, vous, ou pas? Qui reste maire de Pau? Non, mais qu'il aille à ce conseil municipal, alors que quand même... après, c'est toujours cette double mission un peu ambiguë, c'est qu'on ne sait jamais si ces gens sont vraiment là pour faire de la représentation et donc aller, quitte à un peu gêner les opérations de secours, etc., aller se montrer sur le terrain pour dire « Regardez, je suis là, je vous aime bien », prendre des photos avec des enfants, ou alors est-ce qu'il faut vraiment qu'ils travaillent et on n'a jamais vraiment tranché. Depuis Chirac, je sais que les présidents ou les autorités aiment bien faire ça, aiment bien se montrer en disant on va faire des choses, et en sous-main, il ne se passe pas grand-chose. Je préférerais à la limite qu'il travaille d'arrache-pied de son côté, mais après, voilà, c'est choix personnel. Je pense que s'il reste maire de Pau, c'est parce que peut-être il pressent que sa carrière va être, va être de très courte durée. Si lui-même ne croit pas à ses chances, c'est sûr qu'il y a peu de chances que ça fonctionne. Mais encore une fois, malheureusement, aujourd'hui, tout ce qu'il a, c'est la communication. La politique se résume à ça. Donc, soit
il parvient à avoir un discours qui plaît, en sortant des banalités un peu différentes de ses prédécesseurs, soit, comme tous les autres, il va décevoir, les attentes seront trop fortes et il va être balayé Ça à vous son a tour. choqué qu'il soit nommé Premier ministre? Ça vous a surpris? Surpris, pas tant que ça, parce que je sais que Macron grattait vraiment dans le fond des tiroirs et des interstices des parquets de la République pour trouver quelqu'un qui soit assez fou pour endosser le rôle. Il y en avait quelques autres. Ah mais... ça s'est joué, il y avait d'autres prétendants quand Oui, même, a mais priori. je pense que Bayrou cornu. a su s'imposer comme choix par un petit chantage au poste, que Macron n'a donc pas été maître des négociations, apparemment. Hein. C'est ce qui ressort de là. Donc On après, n'imagine pas ça se passer avec Mitterrand, quoi. non, pas vraiment. Non. Alors moi, ça m'a frappé que Macron, apparemment, donc il est déterminé, il est prêt à tout pour rester là, quoi. Donc à s'avilir, à se soumettre aux ordres de François Bayrou. Donc ça en dit aussi très long sur sa psychologie personnelle. Malheureusement, c'est ça. Enfin, on a vraiment ce qu'on mérite. On a confié à ces individus les pleins pouvoirs sur notre existence. On leur a dit, prenez notre éducation, l'éducation de nos enfants, notre santé, notre sécurité, nos espoirs les plus fous, et allez-y, on vous regarde. Mais à un moment, il n'y a aucune raison. Ces gens-là, ils sont là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vivent de l'argent public, des largesses de la fonction, de cette espèce de pouvoir de prestige, de recasage, de distribution de privilèges. Qu'ils commencent plutôt par être des contribuables positifs, qu'ils essaient de gagner de l'argent, enfin, je sais pas, comme tout le monde, de travailler, trouver un vrai travail, et laisser aux Français la liberté de se débrouiller eux-mêmes. Je pense qu'ils y arriveront beaucoup mieux sans cette espèce d'hyper-parasite politique, fiscal, social. Le fait de terminer, c'est peut-être même pas encore fini, le fait de terminer en tout cas une partie de son mandat par Barnier et Bayrou, alors que Macron nous promettait de renouveler la politique, ça dit quoi d'après vous? Ah voilà, c'était la CQFD, quoi. Macron est la continuité vraiment littérale de cette classe politique. Il a simplement bricolé une histoire d'étiquette en nous ressortant un peu le fameux UMPS, cette espèce de centre mou, le MoDem, voilà, Bayrou au pouvoir, c'est vraiment significatif. L'extrême centre, cette logique, voilà, l'établissement est roi, une ligne très politiquement correcte, avec tout ce qui va avec, le wokisme, enfin l'immigration est une chance, enfin, tous ces bons vieux discours. C'est de plus en plus net qu'il y a une rupture entre cette élite qui s'est accaparée le pouvoir et toutes ces représentations institutionnelles, jusqu'à la culture, jusqu'aux médias, et bien la population qui est complètement coupée de ça, qui malheureusement s'est liée les pieds et les mains en confiant à cette caste les pleins pouvoirs sur son existence. Maintenant, voilà, il faudrait, je pense, envisager l'après. Michel Barnier, d'après vous, il va tomber dans l'oubli. Qu'est-ce que vous retenez justement de son passage à Matignon Il a été courageux quand même, on peut presque dire ça. Oui, à la limite, oui, parce qu'il savait, son échec. Il savait très bien qu'il allait se planter assez rapidement. C'est pas tenable. On ne peut pas à la fois contenter le Parti socialiste, l'aile droite des Républicains, celle qui essaie encore d'être RN compatible. C'était pas possible. Donc le défi était trop grand. Michel Barnier se retrouve peut-être sur une île avec Valérie Trierweiler et les autres grands brûlés de la République, oui. Mais aucun souci pour eux. Et sur l'immigration, ça partait plutôt pas trop mal avec Barnier quand même. Voilà, alors encore une fois, il était obligé de donner quelques gages, mais la vie politique française est beaucoup trop clivante. La représentation nationale ne permet plus ça. Si vous choisissez un camp, vous ne serez pas majoritaire, vous allez dégager. Et si vous restez dans un entre-deux un peu flou, il risque de vous arriver la même chose, parce que c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut faire des choses. Il faut au moins faire semblant de les faire, et ça déplaira quoi qu'il arrive. Bon, donc c'est très difficile. C'est une bonne stratégie à vos yeux que le RN ait fait tomber ce gouvernement? Ça, c'est pareil, c'est difficile à dire. Ce genre de calcul politique, je sais, honnêtement, je sais pas. Bayrou, vous trouvez que c'est mieux que Barnier? Non, mais moi, de toute façon, je trouve que Bayrou, Barnier ou personne, c'était même mieux. C'est ça, je pense que on n'est jamais aussi bien gouverné que quand on ne l'est pas ces dernières années. Parce que les gouvernants doivent faire des choses et feront systématiquement des choses qui vont aggraver la situation. Toujours plus d'impôts, de taxes, de machins, des réglementations complètement asphyxiantes.
Donc il vaut mieux pas, hein. Moi, j'enviais beaucoup les Belges quand ils n'avaient pas de gouvernement, parce que finalement, bon, bah, ça tournait. Ouais, là, c'est c'était le très retour bien. de la politique politicienne avec tout ce que Bah, ça complètement. leur impose. Et malheureusement, on est vraiment pris en otage de ça, alors qu'il y a des choses graves dans ce pays. Je vous disais l'insécurité tout à l'heure. Euh, les violences, les coups et blessures déclarés font 1 million de blessés par an, un peu plus d'1 million de blessés. Donc c'est pas un chiffre anodin. L'immigration est en train de détruire complètement le capital social, le lien de cohésion qui unit les Français entre eux, la base de toute société. On voit que le niveau scolaire s'effondre, que changer de population, c'est changer de civilisation. Et plutôt que de regarder en face ces réalités vraiment urgentes, comme celle de la dette, on est encore dans ce petit théâtre, ce jeu de magouille d'arrière-boutique qui sent quand même vraiment une fin de règne. Je pense qu'il faudrait vraiment retirer à la politique l'essentiel de ses pouvoirs, que ces gouvernants qui prétendent agir pour le bien commun se contentent d'assumer leur mission régalienne, la contrôle des frontières et assurer la sécurité des individus. S'ils n'en sont pas capables, ils le disent et ils disparaissent. Et voilà. Quel bilan vous faites de ces dissolutions finales? Bah, on sent bien que Macron calcule des choses, que sûrement qu'il ne peut pas tout prévoir. On a beau dire que tout est calculé à chaque fois. Moi, je ne crois pas trop à cette théorie. Je pense qu'il fait un peu ce qu'il peut avec ce qu'il a. Lui, il est toujours là. Il a l'air d'être très heureux. Bon, bah, il ira au bout de son mandat. Il aura été 2 Oui, il fois a dit qu'il ne président. ferait pas de nouvelle dissolution avant 2027. Enfin, Non, 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 mais après, voilà, il est peut-être capable de nous sortir de nouvelles surprises. Si la situation est vraiment verrouillée, si Bayrou, par exemple, se fait dégager, c'est sûr que ce sera plus difficile de continuer à dire, bon, ben, je vais renommer un gouvernement. Et non, à un moment, il faudra sûrement qu'il en tire quand même les conséquences. Il n'aura plus vraiment le choix. un petit mot de la dette là que vous évoquiez, parce que, bon, comme vous le disiez, vous n'êtes pas forcément optimiste. Vous craignez un effondrement financier de la France, du pays? Ah oui, oui, c'est très possible parce que On il y y est a presque, hein, on y est déjà, hein. voilà, les taux qui remontent, il suffit de très peu de choses, d'une dégradation de telle agence, de tel secteur qui vraiment va à l'asphyxie, et boum, le château de cartes s'effondre. Ça tient déjà un peu par miracle, et c'est une charge, cette dette qui est considérable. Je crois qu'on est à 4 ou 5 000 euros par travailleur privé par an, uniquement pour absorber les intérêts de la dette. Donc c'est absolument gigantesque. Et ça, on ne mesure pas que on le fait reposer sur nos enfants. On ne veut pas mettre les retraités à contribution, bah, d'accord, mais on va en payer le prix. La France va être économiquement à l'agonie pendant encore des décennies, si on continue comme ça. C'est quoi la solution? Comment rétablir les finances publiques d'après vous? Moi, je pense qu'il faudrait que l'État se désengage massivement de pans entiers de l'économie. Il faudrait que les retraites soient capitalisées, que chacun, encore une fois, retrouve le sens des responsabilités, ne pas croire que la Sécu fait des miracles. Elle n'en fait pas, elle fait disparaître beaucoup d'argent, mais vraiment, ça coûte très cher et les résultats ne sont pas là. Donc, il faudrait qu'on retrouve l'habitude de se débrouiller, que les gens qui s'assurent eux-mêmes, voilà, que ça coûterait sans doute moins cher, ce serait plus efficace, et ce, dans tous les pans de l'économie classique. L'État, en s'ingérant partout, fait beaucoup plus de mal que de bien. Et voilà, si on veut, je pense, rendre à ce pays ses poumons économiques, il faut arrêter de taxer le travail comme on le fait. Aujourd'hui, le travail, je vous le disais tout à l'heure, 35 000 euros par travailleur privé par an, c'est pas possible. Rendons l'argent aux gens qui le produisent. Ils l'investiront sûrement beaucoup mieux que nos brillants énarques. Moi, je préfère, par exemple, qu'il y ait des gens très riches comme Elon Musk et qui investissent leur argent à leur façon, plutôt qu'on confie cet argent à des François Hollande ou des Thierry Breton. On voit très bien ce qu'ils en font. C'est pas ça qui crée de la richesse. Un petit mot quand même du RN, parce que bon, on vous sait proche de, on va dire, sur le plan échiquier politique de la droite, on va dire plutôt patriote, de reconquête du RN. Est-ce que vous pensez que cette situation, elle peut profiter au RN? Est-ce que vous pensez que le RN pourra tirer les marrons du feu en 2027? En ce moment, voilà, il y a beaucoup de spéculations autour d'une hypothétique démission d'Emmanuel Macron. On n'a pas l'impression qu'on se dirige vers ça quand même. Est-ce que vous craignez une inéligibilité de Marine Le Pen? Qu'est-ce que ça dit de la justice française? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
Ah, c'est possible, apparemment, qu'elle soit inéligible. Après, bon, bah, elle n'est pas toute seule. Il y aura Jordan Bardella à sa place, et je pense que Vous en pensez ça. quoi de Jordan Bardella? Bah, je pense pas que ça change beaucoup le résultat final, que ce soit elle ou lui. À mon avis, les Français, enfin, il a un taux de popularité qui est assez important aussi. Il passe Justifié bien, d'après il vous? est... Bah, ça, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement. Encore une fois, le problème de la politique, c'est qu'on a affaire à des acteurs. Ce sont des professionnels de l'image, c'est leur métier. Donc, allez savoir ce qu'ils pensent au fond, leur motivation fondamentale, je pense que c'est le pouvoir, comme tous les êtres humains. Est-ce qu'ils ont, je sais Vous pas, consultez pas les politiques parce que vous êtes aussi journaliste, on le disait. ça m'est arrivé, mais je préfère pas trop, moi, m'essayer à ça, parce que on ne sait pas qui on sert. Comme je vous le dis, qui nous dit que si, je sais pas, un tel arrive demain au pouvoir, bah, ça va pas comme tous les autres, il va pas être dévoré par ce pouvoir, parce que bah, vous êtes le chef d'État, vous avez des responsabilités incroyables, un pouvoir conséquent, tout le monde s'aplatit devant vous, et c'est difficile, enfin ça monte à la tête de beaucoup de personnes, et finalement, après, on travaille plus que pour ce pouvoir, pour la grandeur de soi, et on oublie vite les petits principes, les gens qui ont voté pour nous, qui ont placé leurs espoirs. Et donc c'est très difficile Vous parliez de de Trump, présumer voilà, Trump à la française, non, vous en voyez pas sur non, la mais scène politique? il y a de la place. Très concrètement, si quelqu'un arrive un petit peu comme Milei en disant on va tronçonner tout ça, il y a de la place. Parce que le RN ne le fait pas vraiment. Le RN est un peu pris dans cette ambiguïté de dire effectivement l'immigration, la sécurité, ça suffit. Mais sur le plan économique, il a du mal à se départir de son ancien logiciel assez social. Il pense qu'il va justement gagner des parts de marché en faisant du socialisme national, en Et quelque pourquoi je sorte. vous demande ça, pardon, d'insister un peu là-dessus, puisque vous parliez de Jean-Marie Le Pen, et c'était louable en effet, puisque peu de gens comme vous qui, en effet, rendent hommage à Jean-Marie Le Pen, qui finalement, sur bien des points, avait raison avant tout le monde, et qui enterre en plus beaucoup de gens, hein, puisqu'on on essaye toujours de dire, et puis finalement, bah, il est toujours là, et que tel un menhir ou un phénix qui renaît de ses cendres, il est encore parmi nous. Vous trouvez que le RN est resté dans cette filiation, ou au contraire a rompu totalement avec Jean-Marie Le Pen? euh, Il y a eu des ruptures, il y a de la continuité sur C'est ce... plutôt Éric Zemmour, vous voyez comme la continuité de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui? Oui, je pense qu'il est plus proche de l'époque Le Pen, l'époque des années 90 où il y avait un certain libéralisme, un reaganisme même. Cette normalisation Voilà. finalement, Trump, on voit bien que ce qui lui a réussi, c'est justement de ne Exactement. pas tomber dans Il a réussi à rester frontal en se disant que c'est comme ça que ça passe ou ça casse. Et ça a très bien passé. Malheureusement, un des pièges de la dédiabolisation, c'est qu'à la fin, vous devenez une sorte comme les autres. de Manuel Valls bis, quoi. Et bah, les électeurs ne voient plus trop l'intérêt. Et là, dans une situation qui est la nôtre, il y a une demande, pas nécessairement de radicalité ou d'excès, mais simplement de choses très claires, de politique de rupture, qui n'ont plus rien à voir avec le système en place. C'est pas simplement, on veut pas juste changer 2 ou 3 noms sur l'organigramme et imaginer que ça va aller mieux. Mais encore une fois, c'est très difficile de présumer de la valeur des individus. Sarah Knafo, là, par exemple, récemment, de l'avis de tous, a fait une remarquable entrée en politique. Ah oui, oui. Quel regard vous portez sur elle? Non, mais elle est manifestement très douée. Ce qu'elle dit est toujours assez percutant. Donc, et là, ces codes, je pense, de notre génération qui avons un peu la maîtrise de la punchline, hein, comme on dit. Elle connaît manifestement ses dossiers. Encore une fois, je ne peux pas présumer de ce qu'elle en fera si tout ça, c'est bien pour accéder au pouvoir. Mais entre accéder et faire, il y a un monde. Moi, c'est comme si quelqu'un vous donne un CV ou une lettre de motivation qui est très bien tournée. Vous dites, oh là là, cette superbe lettre de motivation, il fait éloge de ses qualités, il dit qu'il est vraiment quelqu'un de très bien, qu'il a beaucoup de talent. Mais tant que vous ne l'avez pas vu à l'œuvre, tant que vous ne l'avez pas mis à l'épreuve, vous ne savez pas. Et malheureusement, la politique, c'est l'art de cette déception permanente parce que les Français consacrent énormément d'illusions à je ne sais quelle personnalité.
sans aucun recul, et évidemment, ils vont de déception en déception parce qu'ils imaginent que ça va améliorer leur vie bien plus qu'eux ne peuvent le faire. Ça aussi, c'est tout le thème de mon livre. C'est qu'il faut sans doute être plus prudent dans nos attentes par rapport à ce monde politique. Je ne dis pas que ce sont tous des gens mauvais, animés de mauvaises intentions, mais en général, ceux qui gagnent ce genre de concours politique ne sont pas les plus tendres, ne sont pas les moins vicieux, leurs intentions sont cachées. Ils ne vont pas vous dire « je fais ça pour le pouvoir », ils vont vous dire « je fais ça pour le bien de tous ». Mais c'est souvent quand on dit agir pour le bien de tous qu'on fait beaucoup de dégâts. Vous savez déjà pour qui vous allez voter en 2027, vous ? Je ne suis pas sûr du tout de voter. Moi, je suis encore une fois, très méfiant. Je ne dis pas du tout, je ne fais pas un appel à mes électeurs, on ne dit pas rester chez eux. Si vous voulez voter, votez. Mais sachez vraiment la valeur de ce que ça... Un appel à mes électeurs, vous voulez peut-être vous lancer en politique. Peut-être, pourquoi pas, avec une... J'ai une hache, moi, c'est plus précis que la tronçonneuse. Un bulletin de vote, c'est 0,0000001% de la population. On résume votre valeur à ça. Moi, je n'admets pas ça. Je n'admets pas valoir la même chose que le voisin d'en face ou que Émeric Caron. Ce système ne me convient pas. Le vote est manipulé par des puissances d'asservissement mental, les grands médias. Voilà, donc le jeu est truqué. Il est complètement biaisé. Donc j'ai du mal à me dire mon destin se résume à ça. C'est vrai que vous participez, vous avez à votre niveau dénoncé quand même beaucoup ce cirque médiatique, puisque vous êtes issu de l'ESJ de Lille, donc une des plus prestigieuses, je le dis pour les gens qui nous regardent, école de journalisme en France, et vous avez un petit peu finalement mis un coup de pied dans ce système qui vous a peut-être coûté, parce que finalement vous êtes encore invité beaucoup dans les médias mainstream, ou c'est essentiellement... Non, alors moi je suis invité dans les médias que l'Arcom a dans le viseur, c'est-à-dire essentiellement CNews, les chaînes, Internet incorrectes, et c'est tout. J'ai disparu du paysage en écrivant La France Big Brother, notamment, justement, qui était une critique de ce système médiatique, du métier de journaliste, qui était à mon sens... On fabriquait des fonctionnaires du politiquement correct, on ne fabriquait pas du tout des jeunes pour informer la population. Le média est devenu le contraire de sa mission, c'est-à-dire qu'il est devenu un rempart entre le réel et le citoyen. Et malheureusement, c'est vraiment... Pour moi, c'était la base de ma prise de conscience. C'était celle-là. C'est de voir que le citoyen regardait sa télévision et ne voyait pas que l'image, qu'il y avait des intentions là derrière. Le journaliste qui choisit telle information, qui choisit telle manière de la traiter, il n'est pas neutre du tout. Il a lui-même son idéologie, il a son groupe social, il a ses intérêts. Et donc, il faut déjà prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Et c'est la première étape de la prise de conscience que ce jeu qu'on dit démocrate est totalement truqué et biaisé au profit de ceux qui en détiennent les instruments de propagande, c'est peut-être c'est pas un si grand mot que ça, mais en tout cas d'expression publique, on va dire. Et donc le jeu politique est totalement biaisé. On ne veut pas du tout écouter le citoyen, on veut le conditionner, on veut lui faire penser ce qu'il est convenu qu'il pense. On continue de parler un petit peu de l'actualité récente. Mayotte, qu'est-ce que vous pensez de la situation sur place ? Est-ce que c'était prévisible d'après vous, cette catastrophe ? Est-ce que vous trouvez qu'on l'a assez anticipé ? Qu'est-ce que ça dit de la situation de cette île qui est quand même un département français ? Alors pour être honnête, moi je connais très très peu l'île de Mayotte. Je la connais parce que je sais que c'est un spot pour l'immigration clandestine qui est considérable. Je sais qu'il y a une insécurité à Mayotte qui est endémique, comme dans beaucoup de départements et territoires d'outre-mer. Quand on voit sur les images l'état du bâti, si on peut appeler ça du bâti là-bas, il paraît inévitable que quand il y a une catastrophe naturelle de cette ampleur, apparemment c'était vraiment, si j'ai bien compris, un faisceau de facteurs qui ont fait que c'était d'une violence très, très rare. Et le résultat, malheureusement logique, un bilan humain qui sera, on ne sait pas encore quand il sera définitif, mais en tout cas qui va être très sévère. Je ne sais pas si on pouvait y faire quelque chose. L'État, le problème, c'est qu'il ne peut pas toujours tout faire.
Ils ne pouvaient pas forcément construire des immeubles adaptés pour tout le monde. Je sais qu'on va demander beaucoup de choses. Je sais qu'on va dire que le Premier ministre, le Président auraient dû se rendre sur place. À la limite, ça leur fait une belle jambe maintenant. Je sais pas, simplement, si on considère que c'est un territoire français comme un autre, eh ben, il faut impliquer les mêmes moyens qu'on impliquerait ailleurs. Voilà, que dire de plus? Sinon, ça me rappelle aussi Saint-Martin qui avait été touché il y a quelques années de cela par un événement comparable. Et évidemment, ces populations, ces territoires ont beaucoup plus de mal à s'en relever. Et voilà, le peu d'économie qui existait là-bas sera impacté pendant des décennies. En parlant de Mayotte et d'insécurité, justement, qu'est-ce que vous pensez de la situation en France? Sur En métropole, on va dire. Sur l'insécurité, elle est moins pire que celle d'outre-mer. L'outre-mer détient les records dans des violences aux personnes, des homicides, des violences sexuelles. Mais celles en métropole ont atteint, elles-mêmes, ont battu leur propre record ces dernières années à plusieurs reprises. On est à peu près à 1000 blessés par jour. 230 violences sexuelles, et ce sont vraiment les plaintes déposées, sachant que les plaintes déposées, c'est vraiment une part très ténue de la réalité. Beaucoup de victimes ne portent pas plainte. Un viol, par exemple, on sait qu'un violeur sur 100 à peu près est condamné par la justice un jour. Donc vous voyez le vertige que ça donne. Énormément de victimes ne portent pas plainte, énormément d'affaires sont classées. Donc il y a une sensation d'impunité qui est massive, et ça on parle de viol, donc imaginez les petites affaires de délinquance, il suffit d'aller dans les tribunaux pour voir des multirécidivistes qui sortent de là, qui ont 70 mentions à leur casier. Ils ont été condamnés 70 fois et on leur donne encore un petit bracelet électronique et on leur donne un contrôle judiciaire. À un moment, cette minorité, en fait, c'est vraiment ce qui est frappant, c'est que ceux qui commettent la majorité des actes criminels, c'est une petite minorité criminelle endurcie. Et si on ne se donne pas les moyens de la retrancher du paysage, avec des prisons un peu sérieuses, où les prisons aujourd'hui sont des écoles du crime, sont même pires que ça, parce que les gangs organisent leur trafic depuis les prisons. Maintenant, il faut savoir que les trafiquants envoient de la main-d'œuvre au test de recrutement des agents de la pénitentiaire, pour avoir renforcé leur présence dans ces lieux. C'est-à-dire qu'ils contrôlent certaines prisons. Donc en prison, il y a les téléphones, on gère les trafics, on a les connexions, on a même la drogue en prison, on a tout ce qu'il faut. Donc si on ne se décide pas à réellement réformer sérieusement tout ça, on n'a aucune chance d'améliorer les choses. Les prisons débordent aujourd'hui. On n'expulse pas les délinquants ou criminels étrangers, on n'expulse pas les OQTF. Tous les voyants sont au rouge cramoisi. Justement, là, on parle de bilan de l'année 2024. Cette année, les drames comme celui de Philippines, est-ce que ça vous a encore choqué ou ça vous choque même plus? C'est terrible de dire ça. Mais... Ouais, il y a vraiment cette colère froide, cette impression de déjà-vu. Moi, chaque matin, quand je regarde, j'ai mes réseaux, je reçois des Vous informez comment, d'ailleurs? J'ai énormément de réseaux policiers depuis la France Orange Mécanique, donc ils savent bien qu'eux, ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit, de dire ce qu'ils voient, ce qu'ils subissent. Donc, ils passent les messages à ceux qui peuvent le faire à leur place. Mais j'en reçois tellement que je peux pas, ça demanderait un travail, il me faudrait une équipe. Le mois de novembre, dernier, j'ai recensé tous les faits graves et j'en avais pour 15 pages Word. C'est vraiment aberrant. Et des faits, il y a des meurtres, des crimes, la boîte de nuit, le coup de couteau, pour rien, on ne sait pas, il l'a regardé, il lui a demandé une cigarette et il y a 3 morts par jour à peu près. Vous diriez que les responsables politiques sont responsables justement de ces morts? Oui, moi sans hésiter, je parle de complicité. Parce que le déni, déjà, le fait de non, c'est pas si grave, sentiment d'insécurité, ça fait des décennies qu'on entend ça. Ouais. Les OQTF, Macron avait promis 100% d'exécution des OQTF, on doit être à 6 ou 7% à peu près. Il y a le déni, il y a l'inaction, c'est une faillite.
Et vraiment, continuer à criminaliser les inquiétudes des Français, à leur dire mais vous faites le jeu de on sait qui, vous exagérez, c'est pas si grave, ça a toujours existé, c'est absolument se rendre complice du crime. C'est ce que je dénonçais dans Orange Mécanique, et on ne pouvait pas en parler sur les plateaux de télé, parce que sinon vous étiez le méchant, le raciste, celui qui jette de l'huile sur le feu, etc. Mais pardon, il y a un feu, je montre qu'il y a un feu. Et c'est un devoir qu'on doit accomplir. Il y a une prise de conscience des Français aujourd'hui? Ah oui, oui, les Français, pour le coup, je pense qu'ils sont très très peu à se bercer d'illusions. Ils ont ça sous les yeux tous les jours. Par contre, la déconnexion avec le monde politique est incroyable et vraiment massive. Parce que eux, ils sont prisonniers dans leur groupe moral. Si François Bayrou se met à dire oui, non, on va taper un grand coup de poing sur la table, il faut, voilà, oui, il y a un lien avec l'immigration, oui, il faut restreindre telle immigration, ce sera levé de bouclier, son propre camp va dire oh, François, mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc il ne peut pas le faire, il ne peut pas faire ça. Il a ses obligations politiques qui le mènent avant l'intérêt général. Et c'est encore une fois ce que je reproche à cette classe politique, c'est que ses intérêts particuliers, la ligne du parti prime sur la base. Et c'est vrai aussi pour la France insoumise, par exemple. Monsieur Mélenchon qui dit toujours que la créolisation heureuse, etc. Mais dans ses rangs à lui, il y a les mêmes inquiétudes et le même scepticisme. On dénonce aussi le laxisme judiciaire, cette immigration de quantité délirante. S'ils n'en prennent pas compte, ils sont amenés à se prendre des roustes électorales. C'est la moindre des choses. J'espère plus même que ça. J'espère qu'ils ne pourront pas se maintenir à leur poste et continuer à briller par leur inaction. Parce que les victimes s'empilent. Je n'ai pas comptabilisé depuis la France Orange Mécanique, mais je vous dis, 1 million de blessés par an. Beaucoup trop de victimes. En tout cas, Bruno Retailleau semble beaucoup gesticuler. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous pensez de l'action de ce ministre de l'Intérieur? Pas démissionnaire. Je crois que c'est le 7e ministre de l'Intérieur depuis la France Orange Mécanique, et tous tenaient ce même discours. De fermeté. Fermeté, le menton levé, voilà, se rend sur place, condamne avec fermeté. Le classique, on va voter des textes, la justice, j'ai un mot qui revient très souvent quand n'importe quelle affaire, le ministre en parle, il va dire, voilà, ils seront jugés avec la plus grande sévérité. Mais M. Retailleau, comme tous ses prédécesseurs, n'est pas juge. C'est pas lui qui sera au tribunal à ce moment-là. C'est pas non plus lui qui sera en chambre d'appel. C'est pas lui qui sera le juge d'application des peines qui décidera si la peine, comment elle est exécutée, comment elle est aménagée, etc. Donc finalement, il parle, il incarne cette posture d'autorité que les Français aiment bien, ça fonctionne. Les Français ont toujours trouvé que les ministres de l'Intérieur étaient très populaires. Non, parce que concrètement, il ne peut pas. Il peut dire ce qu'il veut. Quand il y a un projet de loi qui sort, il est retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc terminé, merci d'être venu. Voilà, tout ce que l'Intérieur, c'est vraiment le chef de la police. Donc c'est très limitant. C'est pas lui qui va décider des sanctions derrière. La justice, le garde des Sceaux pourrait dire il faut être plus ferme. D'ailleurs, il le fait. C'est vrai que Dupond-Moretti avait un petit peu raison sur ce point. Des consignes de fermeté étaient passées aux magistrats. Mais ça ne suffit pas. On est encore vraiment loin d'appréhender la situation de la sécurité dans toute dans l'ampleur de la catastrophe. Tout à l'heure, vous parliez un petit peu de Notre-Dame par rapport au blibu-boulga administratif, tous les verrous qui avaient sauté. Comment est-ce que vous avez vécu la réouverture de cette cathédrale? Alors, je ne l'ai pas vécu physiquement. J'ai vu passer quelques images. Vous pensez que c'était possible? Oui, encore une fois, si impossible n'est pas français, à partir du moment où il n'y a pas l'administration. C'est ça, l'administration nous prive d'énormément de possibles. On a dans ce pays des travailleurs de grande qualité, des gens très qualifiés, qui sont brillants. Laissons-les s'exprimer. J'ai été évidemment agacé parce que on voit les images, on voit quoi? On voit le couple Macron qui remonte vers l'hôtel comme si c'était le mariage du couple Macron. À un moment, c'est exprimé d'ailleurs. C'est pas eux. C'est pas eux. L'argent était un argent privé. Les gens qui ont fait ce travail étaient de brillants artisans et travailleurs français. Il fallait leur laisser toute la visibilité. C'était pas la peine de venir faire cette parade politicienne là au milieu. Ça n'a aucun sens. Mais bon, ça malheureusement c'est comme ça. C'est le jeu.
Mais en tout cas, voilà, la France a été cette grandeur, elle a su bâtir ce genre de chef-d'œuvre il y a quand même pas loin de 1000 ans, ce qui prouvait que déjà à l'époque, c'était pas rien. 8 siècles avant la République, c'est toujours bon de le rappeler, la France existait quand même déjà, avait déjà des travailleurs d'une grande qualité qui avaient beaucoup moins de technique que maintenant. En plus, c'était extrêmement délicat et était capable de bâtir, de faire de très grandes choses. Et c'est pas inutile de se reconnecter avec ça, de se dire, on est légataire d'un héritage aussi prodigieux et on n'a pas le droit de le laisser se perdre dans la nuit des temps parce qu'on n'a pas, nous, été à la hauteur. Qu'est-ce que vous pensez quand même de cette succession de cathédrales et d'églises qui ont pris feu ces dernières années, ces derniers mois? Il y a beaucoup de gens qui spéculent un petit peu en disant que c'est quand même étrange. Oui, c'est une épidémie, oui, en effet. Selon vous, ce sont des accidents Alors, il y a peut-être quelques accidents. Moi, j'ai vu beaucoup, j'avais justement un dossier sur ce genre de faits. Il y a énormément d'incendies volontaires. Il y a des dégradations volontaires, donc ça c'est assez évident, mais il y a aussi beaucoup d'incendies. On a arrêté il y a quelques mois un multirécidiviste de la chose qui avait incendié à lui seul au moins une quinzaine d'édifices religieux. Je crois que c'était dans l'ouest de la France. Ou dans le nord, je ne sais plus, en tout cas par là, et on sait bien qu'il va être libéré rapidement, qu'il l'avait déjà été, qu'il avait déjà récidivé. À partir du moment où vous avez ce genre d'individus comme ça qui sont un peu livrés à eux-mêmes, bah oui, c'est facile, les églises sont souvent ouvertes, c'est très facile d'aller mettre le feu dedans, et l'église n'a pas que des amis, ça c'est assez évident. Donc c'est pas trop étonnant, mais encore une fois, on n'aime pas s'apesantir à ce sujet. D'ailleurs, Notre-Dame, je pense qu'on ne saura jamais, on ne nous dira jamais en tout cas ce qui a pu se passer là-dedans. En tout cas, une image que vous avez sans doute vue sur les réseaux sociaux, cette image d'Elon Musk qui marche devant tous ces anciens présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande et puis évidemment Trump qui était de l'autre côté. Ça vous inspire quoi, Elon Musk? C'est intéressant parce que vraiment on sent que voilà, lui c'est l'entrepreneur qui était fait tout seul, il a bâti des fortunes considérables justement en faisant assez peu de cas des standards. Et en face on a vraiment l'administration française dans toute sa superbe, Quelqu'un disait il y a 400 milliards de richesses qui se promènent devant 3300 milliards de dettes. Ouais. Et 3300 milliards, on est gentil parce que si on tient compte de la dépense publique des mandats, je ne sais pas, si on additionne le mandat Hollande, le mandat Sarkozy, le mandat Macron, on doit être à je sais plus, 23 000 milliards peut-être de dépenses publiques, ce sont des chiffres qui sont complètement astronomiques. Et pour des résultats, encore une fois, voilà, on nous a juré qu'on allait avoir de la croissance, qu'on allait avoir du pouvoir d'achat, mais tout ça dépend de la santé économique. Et tout ce qu'ils ont su faire, c'était asphyxier l'économie. Donc oui, ce sont vraiment deux mondes. Et j'espère que le monde est plutôt du côté Musk. Alors, encore une fois, pas du tout d'idolâtrie. Je ne sais pas, peut-être qu'il ferait des mauvais choix, que ces entreprises peuvent se casser la gueule. Mais en tout cas, il ne joue pas avec mon argent, il ne m'oblige pas à le payer. Donc ça, déjà, ça me va très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a fait de Twitter, enfin X? Moi, il me semble, j'étais vous informez via X? J'étais sur X avant lui et après lui, donc j'ai vu un peu la transition. Depuis que c'est lui qui est aux affaires, moi je crois pas avoir été emmerdé sur X. Je sais pas les modérateurs français comment ils sont nommés, je sais pas comment ça fonctionne. Vous êtes très actif sur X? Ouais. Oui, assez actif. Je dois avoir 140 000 abonnés et quelques aujourd'hui. Et j'en ai pris beaucoup. Et c'est vrai je trouve, c'est un endroit où on peut vraiment dire les choses sans craindre ce côté censure. Enfin, Facebook, par exemple, j'ai aussi une page Facebook, mais qui est à l'arrêt parce que dès que vous publiez quelque chose qui ne va pas dans le sens je sais pas, du progressisme triomphant, on vous le fait savoir, on vous suspend votre truc, on vous restreint votre visibilité. C'est une censure très vicieuse, c'est-à-dire que plus personne ne vous voit. Vous pouvez toujours parler, mais c'est comme si vous n'existiez pas. Instagram aussi, pas mal de problèmes avec des contenus à risque. Comme par hasard, Meta. Donc oui, voilà, c'est la même chose. Donc tant qu'il y a des Musk, je suis très content. Et d'ailleurs, c'est assez significatif que beaucoup de gros comptes de gauche aient fui cette plateforme parce qu'ils se rendent bien compte que quand, dans des conditions de débat libre, ils ne sont pas gagnants. Quand on ne peut plus menacer, censurer, faire chanter, ça ne marche plus. Donc ils sont allés se mettre entre eux et c'est assez significatif.
On va parler un petit peu de la scène internationale, justement en parlant de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que son élection va faire changer les choses, va avoir des conséquences sur le plan international notables? Alors ça, c'est pareil, c'est un mystère. Il a évidemment, lui, son intérêt, ce serait qu'il résolve la crise Proche-Orient. au Proche-Orient, que la Qu'est-ce guerre que vous en pensez de sa Ukraine position vis-à-vis d'Israël, par exemple? Honnêtement, je m'intéresse assez peu à la géopolitique. Enfin, en tout cas, j'essaie d'y toucher le moins possible parce que je constate que c'est un sujet où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et moi, je veux me garder de ça. Je veux pas être un expert en Beaucoup de gens qui disent Proche-Orient. qu'il est sioniste, par exemple. C'est possible. Encore une fois, vraiment, j'ai très peu lu ou je me suis très peu intéressé à ces déclarations en la matière. Traditionnellement, les États-Unis et Israël sont des alliés matériels, des alliés financiers, des alliés moraux, enfin tout ce qu'on veut. Donc, je serais pas très surpris qu'ils s'inscrivent dans cette logique. Mais encore une fois, ces sujets-là, je trouve qu'on a assez d'emmerdes sur notre petit hexagone pour présumer de ce qu'il va faire, de ce qu'il ne va pas faire. Il y a trop d'intérêts sous-jacents, voilà, de choses que je ne sais pas à mon humble niveau, pour avoir des certitudes en la matière. En tout cas, Trump, dans son intérêt, c'est passé pour le réconciliateur, celui qui va dire j'ai mis tout le monde à la table de discussion, comme avait fait Clinton avec Arafat et Pérez en disant allez vous êtes potes et c'est moi qui fais ça. Ce sera pour la photographie. Bon, le monde est ce qu'il est, les hommes sont ce qu'ils sont. Il va pas mettre fin à toutes les guerres, il va pas faire de miracle. Mais peut-être qu'en Ukraine, par exemple, il pourrait arranger la situation parce que simplement en disant à l'Ukraine, bon, vous êtes bien gentil, mais XXX milliards plus tard, c'est toujours la même chose. Donc à un moment, il faut arrêter les frais. Il faut arrêter d'empiler les cadavres. Donc, Elle a encore les on moyens de se discute. battre, l'Ukraine, d'après vous? Bah, elle a les moyens qu'on lui donne, je pense, hein, parce que, à mon avis, ça ne tient qu'à ça. On entend dire que Zelensky est Euh, si populaire que ça, hein. Bah ça, alors encore une fois, c'est très difficile à dire. J'imagine que lui il prétendra qu'il est très populaire, que les instituts de sondage officiels aussi. Mais dans les faits, je pense que tout le monde en a marre de voir les forces vives du pays se faire saigner pour ce conflit de chefs d'État. Encore une fois, c'est toujours pareil, hein, ce sont les intérêts de Poutine contre les intérêts de Zelensky. Et bon, Pourquoi nos euh, dirigeants, d'après vous, pourquoi ils sont prêts à s'acharner en Ukraine, d'après ce qu'on voit? c'est franchement difficile à comprendre. Encore une fois, on mesure pas que quand l'Europe prend cette position, enfin, si l'Allemagne dit ça, bah, l'Europe Quoi nos doit dire un intérêts? petit peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Et alors, on essaie de voiler la face en se trouvant de bonnes raisons de faire ceci ou cela, mais on sent bien que la France n'a pas grand-chose à dire, qu'elle est complètement. C'est un fétu de paille dans l'histoire, hein. Elle tient les positions qu'elle peut tenir à tel moment en fonction de ce que disent les autres dirigeants. Donc, oui, la grande France qui avait un rôle historique, on en est loin. La chute de Bachar al-Assad en Syrie, c'était un événement marquant aussi de cette année écoulée. Oui, c'est vrai. Vous attendiez un tel effondrement? Non, honnêtement, enfin, comme tout le monde, j'avais un peu oublié Prise de Bachar pouvoir al-Assad. fulgurante, ouais. Bachar al-Assad, je m'étais dit, c'est le seul qui a survécu au printemps arabe et à tous ces mouvements. Et d'un coup, tout s'effondre, donc c'était pas si solide que ça. C'était surtout que, c'est toujours pareil, ceux qui le soutenaient un peu moins. Si j'ai bien compris, la Russie avait d'autres urgences que le Proche-Orient, soudainement, donc sans les avions, ça marche moins bien. Voilà, je ne suis pas du tout de ceux qui se réjouissent, parce que le problème, c'est que dans ces pays-là, bah, ça marche comme ça, ce sont des hommes à poigne, et sinon, bah, c'est peut-être encore pire. Là, on va voir ce que ça va donner pour par exemple, les minorités chrétiennes, et je ne suis pas très optimiste. Je ne pense pas du tout que ça va apporter la paix et la félicité à ce pays. Je ne pense pas non plus que les réfugiés syriens qui étaient en masse venus dans les pays occidentaux vont retourner là-bas. Donc finalement, bah, ça ne va pas du tout arranger la situation. Pour terminer sur l'international, le Proche-Orient, comment vous voyez évoluer la situation? Comment vous regardez justement ce conflit? Bah, toujours avec une sorte de fatalisme, l'impression que tout le monde est assez partant pour que ce conflit continue. Pensez que Euh, Netanyahou il doit être jugé, par exemple? la plupart des chefs d'État sont des criminels.
de par leur nature. Emmanuel Macron a envoyé des troupes aussi dans certains pays. Ces troupes ont tué. Peut-être qu'il y a des meurtres qui ont été commandités, j'en sais rien. En tout cas, sous François Hollande, sous Sarkozy, sous Chirac, donc à partir de là, quand on est dirigeant d'un État, on est toujours un peu obligé de se rendre comptable d'exactions. Donc on pourrait peut-être juger tous les chefs d'État, c'est le système qu'il faudrait juger. Moi, j'ai l'impression, encore une fois, je connais vraiment peu la chose, mais j'ai l'impression que Netanyahou et ses adversaires du Hamas et du Hezbollah sont tout à fait partants pour que ça continue. Pour eux, c'est un vecteur de cohésion, autour d'eux en tout cas. Et c'est un peu le problème de la fuite en avant, c'est qu'une fois que vous avez commencé comme ça, vous êtes un peu obligé d'aller au bout, c'est un peu le syndrome Poutine. Et malheureusement, quand vous avez des armes importantes, comme Poutine, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Et ces gens-là, souvent, sont d'authentiques mégalomanes, n'ont pas vraiment de contrôle et de barrière. Il faut espérer que ça finisse pas par l'embrasement du monde. Mais encore une fois, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, Laurent Berton, bien sûr, l'autre événement de cette fin d'année, c'est la sortie de votre dernier ouvrage, justement. Donc, j'aimerais à présent qu'on en parle longuement. Donc, ce nouvel ouvrage intitulé Guerre, un combat, dont vous êtes enfin le héros, donc aux éditions Magnus. Première question, elle est toute simple, je la pose à tous les gens qui sortent un livre. Quelle est la genèse de cet ouvrage ? Alors c'était... Vous disiez tout à l'heure, avant d'arriver, à peu près un ouvrage par an, c'est ça ? C'est ça. Depuis La France Orange Mécanique 2013... Vous êtes moins productif que Michel Onfray. Je suis à mon 12e. Ouais. C'est pas facile. Alors après, chacun a sa méthode. Certains font 3 ou 4 livres par an, d'autres en font un par siècle. Voilà, je suis dans mon rythme, c'est bien, un par an, c'est à peu près ça. Sinon, j'en dirais trop. Et voilà. Comment ça vous est venu d'ailleurs, pardon, petite parenthèse, on va dire que je vous interromps encore, mais comment vous est venue cette fibre de l'écriture c'est assez curieux, mais j'écrivais déjà pour moi avant La France Orange Mécanique. Et quand La France Orange Mécanique m'a permis d'en vivre, je me suis dit, c'est l'occasion. L'écrivain, c'est génial parce qu'il n'est pas tributaire d'une corporation. Il n'est pas comme un journaliste complètement soumis aux lois de la rédaction, de l'information. Donc il a sa liberté de temps, de mouvement, de parole, et c'est vraiment ce qui m'a plu tout de suite. C'est quelque chose de facile pour vous d'écrire, oui, alors c'est même un peu plus compliqué que ça, c'est plus une obligation presque. Parce que j'ai cette sensation d'urgence depuis que j'ai commencé, en me disant il faut que j'en fasse plus, j'en fais pas assez, je pourrais convaincre plus de personnes, mieux leur donner de meilleurs arguments, et donc il faut que j'aille plus vite parce que la situation est dramatique. Et j'ai toujours ce sentiment d'urgence qui fait que j'écris un livre par an. Peut-être que si la situation se règle, j'arrêterai, je me contenterai d'aller cueillir des chanterelles et de lire de la poésie, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Donc un livre par an, et celui-là, Guerre... Alors la genèse de celui-là. Ouais. Voilà, porte surtout, j'avais vraiment fait le tour de l'aspect constat, Orange Mécanique, Big Brother, La France Internet, voilà, c'est comme ça. Et mes lecteurs étaient toujours en quête de, oui, très bien, mais ça on sait, mais qu'est-ce qu'on fait ? Quelle solution ? Que peut-on faire ? Et ça a entamé un cycle de réflexion que j'ai ouvert avec Éloge de la Force, puis Game Over, qui étaient un petit peu les 2 premiers livres de cette sorte de trilogie du développement individuel, et Guerre, en partant du constat que on ne pouvait pas, pour l'instant, avoir une incidence favorable sur la chose politique, sur l'État, si on ne partait pas d'une base d'individus, très conscients des choses, très déterminés à faire changer les choses. Ce sont toujours des minorités déterminées qui font le cours de l'histoire, et il faut commencer par là. Pour moi, on ne peut pas avoir de miracle, on a ce qu'on mérite. On n'aura pas de miracle politique si on ne commence pas nous-mêmes à incarner ce renouveau. Faire passer à travers ce livre. Exactement, c'est vraiment le message central, c'est nous. C'est pas de dire, je le dis même à mes lecteurs qui me disent, mais que faire ? C'est à vous que vous devez poser la question. Tous ceux qui disent, oui, moi à votre place je ferai, mais pourquoi vous n'êtes pas à ma place ? Pourquoi, si la situation est grave, pourquoi vous regardez ? Pourquoi vous n'êtes pas acteur ? Sans doute que vous pourrez faire mieux que moi, mais il faut le faire. Et c'est ce que je me répète tous les matins, et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes lecteurs. On peut faire pour sa vie bien plus que Michel Barnier ou François Bayrou. On peut trouver beaucoup d'autres moyens de vivre mieux sans attendre un miracle venu d'en haut. Ça, c'est le message
fil directeur. C'est quoi la différence entre guerre et guérilla, le nom d'une de vos sagas justement que vous rappelez? Alors Guérilla, c'était vraiment un roman d'anticipation sur un effondrement, justement en imaginant que la situation continue à se dégrader et que pour une raison X ou Y, là en l'occurrence ce sont des émeutes dans Guérilla, qui déclenchent l'effondrement de cet État qui a l'air pléthorique mais qui en réalité est très fragile. Que si tout merde tout d'un coup, il n'y survivra pas. Et de montrer qu'une fois qu'il n'est plus là, que Monsieur Moyen, le citoyen domestique très dépendant envers ce maître, se retrouve fort dépourvu. Donc ça, c'était guérilla. Et guerre, le terme de guerre, c'est pour référence, c'est vraiment la vie. Pour moi, la vie, c'est une guerre. Il faut l'appréhender comme ça. Et aujourd'hui, on est un peu sorti de cette logique. On espère que, justement, le maître, on est dans une situation domestique et l'État, le maître, doit nous prémunir de tous les dangers, de tous les aléas de cette vie. Si on a un problème, c'est lui qui doit s'en occuper. Et finalement, nous, on ne doit plus être responsable de rien et on ne doit plus être acteur. Mais c'est pas ça la vie. La vie, l'évolution se fait parce qu'on est confronté à des épreuves, à de l'imprévu, parce qu'on doit se faire violence, on doit s'améliorer pour survivre. Et c'est ce que j'essaie de rappeler. Dire la vérité, par exemple, même quand elle est dure à entendre, c'est un devoir, c'est bien plus qu'un droit, c'est un devoir. Évidemment, ça nous met en danger, ça a un coût, mais on ne sera pas satisfait, on ne pourra pas être content de son parcours si au soir de sa vie, on a collaboré. On a été complice, on a fermé les yeux, on a détourné le regard. Non, il faut être honorable. Si les politiciens ne le sont pas, soyons-le à leur place. Donc c'est une sorte de manuel de développement personnel. Un manuel de survie. Un manuel de survie, voilà, en milieu hostile. On est face à des choses qui nous dépassent. On est seul, on n'est pas audible parce que la plupart de mes lecteurs me le disent. Moi, je suis personne. J'ai mon voisin, j'ai mon petit groupe d'amis, mais ce sont eux qui ont les moyens de nous parler, de parler chaque jour à des millions de Français via les journaux télévisés, ce matraquage permanent. Et nous, à côté de ça, on doit trouver des armes alternatives. Mais justement, à qui s'adresse votre livre? Aux sceptiques, aux convaincus, ou plutôt au Robert que vous évoquez souvent? Alors disons que ce serait, ce que je dis souvent, c'est Monsieur Moyen plus mon lectorat. C'est-à-dire c'est déjà quelqu'un qui a compris que ça n'allait pas, qui me suit peut-être depuis les débuts, et qui est dans cette attente, dans ce côté. C'est encore pire parce que maintenant je vois que ça ne va pas, mais je me sens parfaitement impuissant. Si vous voulez, on est sur le pont du Titanic, on voit l'iceberg qui arrive, et mais pourquoi il ne tourne pas, quoi? Le mec sonne la cloche et il ne se passe rien. Et on est dans cette situation-là, et j'essaie donc de faire le pas supplémentaire, de dire oui, mais en réalité, on ne fait rien. C'est aussi ça le problème, c'est que on est responsable de la situation parce que il suffit pas d'avoir compris, il suffit pas de dire moi dans ma tête tout est clair, au moins c'est pas ma faute. Si c'est notre faute parce qu'on ne fait rien de concret pour l'empêcher. Si tous ces messieurs, cette classe politicienne avaient eu affaire à une opposition réelle de la population sur leurs décisions par rapport à l'immigration notamment, évidemment qu'on n'en serait pas arrivé là. C'est parce que nous avons consenti. C'est terrible à dire, mais on a quasiment rien fait, quasiment rien dit. Tout ce qu'on a, à chaque fois que les Français protestent, c'était pour avoir un petit peu plus d'avantages que les autres, mais c'est tout. Et malheureusement, ça ne peut pas suffire. La classe politique, elle n'a aucune raison de se soumettre à notre volonté. Au contraire, sa volonté, c'est de s'essuyer les pieds sur notre opinion. C'est pas autre chose. Et pourquoi les gens ne se rendent pas compte de ce que vous décrivez? Alors, on est pris dans on est tous notre quotidien, on a nos petites habitudes, on a notre jeu social, on a notre travail, et on a pris ce pli on est un petit peu les animaux de zoo qui tournent en rond comme ça dans notre cage, et on y est déjà dans cette guerre d'après. Ouais, on est déjà. Ah oui, mais le problème c'est qu'on perd parce qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on nous faisait la guerre. Que ce qui se passe peut nous expose à des dangers énormes si l'État s'effondre, alors qu'on est totalement dépendant de lui, alors qu'on est totalement désarmé mentalement, moralement, physiquement. Voilà, cet état nous met en danger. Et si on n'en a pas conscience, c'est dramatique. Mais je conçois que beaucoup de nos concitoyens préfèrent faire comme si de rien n'était et espérer que la situation se règle, et qu'eux ne soient pas impliqués, qu'ils puissent continuer à vivre leur petite vie, dans leur petit quotidien, leur divertissement. On a les moyens de se divertir et de fuir cette situation. Donc, ça convient à beaucoup de gens. Beaucoup de gens se disent,
j'ai trop de choses à perdre. Si je dis ce que je pense, je vais perdre mon boulot, on va me regarder de travers, donc je préfère ne rien faire et laisser les autres se salir les mains à ma place. Mais si tout le monde fait ça, évidemment, c'est la fable de La Fontaine. La difficulté, c'est il y a le chat qui bouffe toutes les souris et personne ne veut attacher le grelot qui va être l'avertisseur, qui va permettre à tout le monde d'en réchapper parce que personne ne va oser prendre le risque lui-même. Mais à un moment, on a nos responsabilités, on a, comme je le disais, le poids de cet héritage, on a nos enfants. Je pense que le moment vraiment est vraiment très bien choisi. Vous parlez de divertissement, vous prenez souvent l'exemple de personnalités comme Marion Cotillard ou Pierre Ninet pour illustrer une élite morale déconnectée. Pourquoi est-ce que d'après vous, les élites culturelles, justement, elles jouent un rôle si central, notamment dans votre analyse? Malheureusement, alors ils sont victimes de leur environnement parce que Cotillard, je comprends. Bon, Pierre Ninet, je vous trouve un peu dur, mais bon. non, mais quand on appartient à ce monde, on est beaucoup moins libre. C'est-à-dire ces gens donnent toujours l'impression, regardez, les stars, ils sont là, ils sont flamboyants, ils ont l'air sûrs d'eux. On imagine qu'ils sont libres, mais en réalité, ils sont beaucoup moins ils le sont autant que les journalistes, c'est-à-dire quasiment pas. Ils appartiennent à un milieu qui exige d'eux une image lisse à tous les aspects, y compris et surtout moralement. Et Marion Cotillard, donc évidemment, elle va dire qu'elle emmerde le Front National, et tous ces gens-là, quand ils auront l'occasion, vont le dire, sans imaginer la détresse des gens, tout ça, ils s'en foutent complètement. Eux, ils font acte de posture. Voilà, moi j'appartiens à la classe du bien, je pense mieux que Robert. Robert, il est bête, il est dans son PMU, il est raciste, il comprend rien, ils vivent ensemble, la richesse de la diversité, ça lui saute pas aux yeux. Voilà. Alors que moi, Marion Cotillard, voilà, je suis... Dans ma belle villa à Los Angeles. Voilà, l'Olympe, c'est tellement... je comprends bien le monde. Et du coup, elle dort très bien la nuit parce qu'elle se dit ça. Elle se dit, moi, je suis tellement une belle personne par rapport aux autres, je comprends même pas qu'on ne m'aime pas encore plus. Et voilà, c'est ce syndrome, c'est la déconnexion littérale que j'essaie d'illustrer avec ce livre. C'est pour ça que souvent, les gens qui sont en haut de la pyramide, qui sont des gens brillants, attention, elle a sans doute des grands talents d'acteurs. Dans Batman, notamment, oui, ça simule très bien son propre décès, oui. Ces gens ont tout un tas de qualités, à n'en pas douter. Il y a des gens extrêmement intelligents qui pensent exactement comme elle, qui vont dire que le Front National, c'est scandaleux. Mais c'est vraiment plus par obligation de classe. Ils sont dans leur groupe social et ils doivent se conformer à ça, plutôt que par réflexion. Sinon, ils sont rejetés par... évidemment. Et peut-être qu'ils n'en pensent pas moins. Peut-être qu'ils jouent ce jeu parce qu'ils savent bien qu'ils doivent le faire. Mais ils résistent, ce plafond de verre dans ce milieu artistique gaucho-bobo. Et oui, parce que il y a dans ces milieux quelques activistes teigneux. Et dès que, je ne sais pas, quelqu'un va, ne serait-ce que être un peu suspect, voilà. Il pourrait être rejeté par ces activistes qui sont en général évidemment, des leaders. Et on l'a déjà vu, je ne sais plus, il y a quelques années, on avait vu Anne Roumanoff qui était accusée de racisme, je ne sais plus pourquoi, une raison inepte. Mais voilà, elle était obligée de s'excuser, de ramper, etc. Et peut-être éventuellement on lui pardonne. Mais ce Dieu ne reconnaît pas les siens, justement, c'est ce qui maintient la terreur. Quand vous êtes Robert au PMU, vous vous en foutez, on vous traite de raciste, vous en avez vu d'autres. Mais pour elle, c'est une menace vitale dans son milieu, pour sa carrière. Donc évidemment, ces gens sont tous archi-conformistes. Et je pense qu'ils attendront, comme tout le monde, un mouvement d'opinion générale pour retourner la veste, enfin dire non, mais moi j'ai toujours pensé comme vous. Mais en attendant, ils jouent tous cette comédie et ça a des dégâts concrets puisque ça donne aux activistes, aux ONG, des pouvoirs concrets de nuire dans le réel. En tout cas, en cette fin d'année, il y a eu un autre événement marquant, c'est le retrait... a priori en 2025 du jeu de la TNT de Canal+, qui avait 200 millions d'euros à distribuer chaque année au milieu du cinéma. Et là, ça va être un peu compliqué. Puisque... Oui, alors ça, pour le coup, c'est un beau geste, je trouve. Vincent Bolloré. Je ne sais pas si ce geste a été vraiment pris à dessein pour priver... Non, il paraît que c'était anticipé depuis longtemps. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien parce que soit on joue leur jeu avec leurs règles et on est sûr de perdre à la fin puisque au bout d'un moment ils vont vous interdire, ils vont vous faire latter avec des amendes invraisemblables. Donc à un moment on dit très bien, on va trouver un moyen alternatif.
Et l'État français, l'Arcom, etc., ça leur allait très bien d'avoir ce petit paysage sous contrôle. Et si il y a Internet, il y a beaucoup de canaux Vous étiez alternatifs. invité par Cyril Hanouna, par exemple, sur C8 Cyril Hanouna, ça m'était arrivé. Alors j'avais dû décliner une ou deux invitations parce que c'était je ne sais pas maintenant comme c'est, je regarde pas trop, mais je sais que ça gueulait dans tous les sens. Et moi, j'aime quand même bien pouvoir faire au moins 2 ou 3 phrases. Et c'était pas tout à fait possible avec chez Gilles lui. Verdez, ouais, c'est peut-être. Voilà, donc alors je sais pas, peut-être ça s'est arrangé, mais en tout cas, voilà, c'est pas le genre d'émission qui m'intéressait. Mais en tout cas, c'est un espace plus libre Et cette fermeture que annoncée de beaucoup C8, ça d'espaces. vous interpelle ou Ah oui, finalement oui, bah évidemment. Bah moi, je trouve ça absolument aberrant qu'il y ait cette espèce de commission de type 9 dont on ne sait sages, pas exactement d'où ils sortent, qui ont dû être nommés par le président il y a quelque temps, qui le sont président du probablement Sénat, le donc, président de l'Assemblée, voilà, le qui président sont de la probablement République. socialistes ou à peu de choses près socialistes, et qui vont décider d'une sorte de droit de bienséance, de ce qu'on a le droit de dire ou pas, ce dont on peut débattre, comment on peut le faire. Bah voilà, c'est le contrôle littéral de la diffusion de l'information par l'État, au bout du compte, c'est ça. C'est une particularité française d'ailleurs, Ah oui, l'Arcom, oui, hein. et ça s'étend vraiment au monde culturel, au monde médiatique, au monde journalistique. Dans l'écrit, Donc, non, vous n'avez pas de problème. Vous éditez, enfin, puisque non, pour vous êtes en l'écriture, tout cas dans une petite maison ouais. d'édition, justement. Et pourquoi? C'était un choix ou c'était justement un Oui, pied oui, de nez parce que le problème, c'est que si vous avec signez la dans vente une... d'Orange Mécanique, vous étiez, je pense, Ah oui, chassé. Non, mais dans le bon sens du terme, non, vous n'étiez pas sollicité par les grandes maisons d'édition ou vous étiez Alors, radioactif déjà? si, non, mais je pense qu'il serait très content d'avoir mes chiffres de vente, mais le problème, c'est qu'il n'admettrait pas ce que j'écris. Et je sais bien comment ça se passe, que les maisons d'édition ont des gens pour ça, pour dire ah oui, là, il faut atténuer, il faut changer. Et moi, je ne veux pas faire ça. J'écris exactement ce que je pense et je veux que ça reste comme ça. Ah, Alors, vous voulez dire dans les maisons d'édition, les grandes maisons d'édition actuelles? ah oui, si vous signez chez Ah ouais. une marque, forcément, vous acceptez des concessions. Parce que quand vous êtes chez une grande marque, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas la star de la. C'est pas vous le grand auteur. Vous C'est la êtes un marque. parmi d'autres, et elle vous laisse déjà exister chez vous, donc soyez heureux, mais vous serez assez maltraité à mon avis. Il vaut mieux être, je pense, un bon auteur dans une petite maison. On s'occupera mieux de vous et voilà, ça fonctionnera mieux. Tant que les éditions Magnus, Laura Magnier, Diane Ouvry, etc., on a un personnel vraiment extrêmement compétent et on fait de très belles choses. On a eu le livre Transmania aussi Doramuto et cette Marguerite année, voilà, Stern, bien sûr. des succès considérables qui, encore une fois, n'auraient pas pu exister dans les grandes maisons traditionnelles, puisque, ah bah non, on vous donne Transmania, non, 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 on fait pas ça. Ou alors vous modifiez tout et ça ressemble plus à rien. Donc, à un moment, il faut être dans cette stratégie de rupture. On ne veut pas vous inviter, tant pis, il n'y a pas de courbette à faire, vous trouvez un autre canal d'expression. Et petit à petit, les Français peut-être se rendront compte que ce paysage audiovisuel, il faut le fuir, il faut aller chercher ailleurs l'information libre. Je ne dis pas qu'il faut adhérer à tout ailleurs, mais juste comparer, faites-vous une opinion en piochant à droite à gauche. Parce que si vous avez la vision monolithique du service public, oui, oui, tout va bien, il n'y a pas d'insécurité, l'immigration, c'est, enfin tout. Voilà, vous aurez leur vision du monde à eux. Mais ça, c'est pas ça qui va faire avancer votre connaissance de la réalité. Dans votre dernier ouvrage, justement, Guerre, on rappelle, vous décrivez le processus qui est, à mes yeux, quelque part celui de la soumission décrit par Michel Houellebecq, ce processus d'acceptation progressive du mal. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'enrayer, Laurent Berton? Ouais, je pense que le manque de courage est malheureusement la cause, hein. Encore une fois, on regarde ce que font les autres, on voit que les autres ne font pas grand-chose. Et vous savez, ce qui était arrivé je sais plus, à New York il y a quelques années, ce fameux crime qui s'était produit où on avait tous les locataires, on s'est rendu compte de l'immeuble qui avaient entendu la fille appeler au secours. Et finalement, tout le monde s'était dit, bon, elle a crié assez fort, les autres vont faire quelque chose. Et non, parce que personne ne veut être celui qui va prendre sur soi. Et malheureusement, la société qui a été atomisée par cet État redistributeur de privilèges comme ça, en la découpant en groupes d'intérêt, en disant lui il a manifesté, je vais lui donner, ah maintenant c'est le tour de telle corporation, de tel truc. Et à la fin, c'est plus une société, c'est chacun pour soi.
Et bah donc, vous voyez, les gens, ils passent comme ça au-dessus des SDF dans la rue en regardant ailleurs. Et quand une femme se fait agresser, ils détournent le regard et ils veulent plus prendre cette responsabilité d'agir pour cette société. Parce qu'ils se disent que c'est plus une société, que bah, maintenant c'est chacun pour soi. Donc on va pas risquer de prendre de mauvais coups. Et tout est un peu comme ça malheureusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, chacun pense à ses intérêts. Et c'est vrai que quand on voit par exemple Paris aujourd'hui, on ne va pas reprocher aux petits paysans de province il ne va pas prendre son fusil pour aller sauver Paris, quoi. Enfin, ça paraît pas possible. Vous évoquez la domestication des hommes comme celle des animaux. À quel moment est-ce qu'on a basculé de l'homme libre au porc dans l'âme? Alors ça a été très progressif parce que c'est vraiment un phénomène anthropologique réel, hein. C'est pas du tout un terme gratuit, la domestication. C'est que quand un animal est privé de son... Quand on lui donne des moyens de subsistance, donc il n'a plus besoin de chasser et de survivre par lui-même. Parler du rôle des médias d'ailleurs dans cette Oui, domestication. exactement. Petit à petit, on devient une sorte de produit, on s'atrophie, on régresse, on perd nos aptitudes naturelles et on devient docile. Et finalement, l'image du maître, dans notre esprit, prend toute son ampleur. Alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'État, on peut l'appeler, je sais pas, Trump. En tout cas, on a besoin, la créature humaine, elle a besoin comme ça de se référer à un sauveur, à quelque chose de plus fort qu'elle. Vous ne trouvez pas que les Français commencent à s'en libérer quand même Ah ben, j'espère qu'ils vont s'en libérer. J'espère qu'ils vont pas retomber dans un autre travers, qu'ils vont pas se dire oh lui il promet de et donc je vais sans condition me donner à lui. Il faut toujours, chacun doit être contre-pouvoir. C'est ça qui nous manque aussi. Les médias alternatifs, on en parlait. Vous ne trouvez pas que ces médias, dont je fais partie à mon petit niveau, sont en train quand même ça, c'est vital, de remplacer à terme peut-être les médias mainstream? La société, enfin vraiment le maître, ce fameux Big Brother, a complètement expurgé le paysage du contre-pouvoir. Avant, il y avait la noblesse, le clergé. Maintenant, tout s'est agrégé en un bloc. Et un peuple disparate, atomisé, n'a pas su encore créer le contre-pouvoir. Mais on voit émerger justement dans la société civile des financiers qui vont commencer à penser de manière alternative, qui vont soutenir des médias un peu dissidents. Et on voit cette émergence. Il y a une demande considérable. Donc c'est très bien, on sait bien que Monsieur Moyen ne suivra pas toujours, qu'on n'aura jamais la majorité de la population prête à agir. Mais encore une fois, ce sont les minorités agissantes qui importent. Les minorités agissantes peuvent entraîner les mouvements de foule. Et c'est ça, il faut ne pas avoir peur de la liberté. Encore une fois, ça a un coût, ça fait mal, il fait froid, c'est difficile. C'est la fable, pour le coup, celle du chien et du loup. Le chien, il est bien nourri, il est bien heureux, hein, mais il est attaché. Et le loup, c'est beaucoup plus difficile, il a la vie compliquée, mais il est libre. Et au bout du compte, c'est plus satisfaisant de tenter ce pari-là. Donc, le but de ce livre, c'est une prise de conscience. Voilà, il faut briser ces chaînes, il faut arrêter de vouloir être administré, de vouloir être dirigé. Il faut avoir le courage de se diriger soi-même, de prendre des risques, d'exister contre cette machine. C'est vraiment Pourquoi une prise vous parlez de d'ailleurs tout à l'heure, on en parlait, pourquoi vous parlez de secte en décrivant justement cette religion des droits de l'homme et de la démocratie? Parce que ça confine, Emprise, au sectarisme. Exactement. Vous primade, récompense, censure, c'est ça une secte? Vous avez un chantage, vous avez un langage à adopter qui est convenable ou pas. Vous avez un crime de blasphème. Certains mots, certaines expressions, certaines façons de penser ne sont pas admissibles dans ce monde-là. Méritent votre condamnation à mort sociale en tout cas. Et si vous croyez en revanche que le vivre ensemble est une richesse, etc., là vous êtes mûr pour accéder aux vérités supérieures. Et c'est littéralement un comportement sectaire dans la mesure où les adeptes ne sont pas prêts à se remettre en question, pas le moins du monde, mais considèrent ceux qui les remettent en question comme des ennemis mortels. Donc à partir de là, ils vont essayer de nous causer du tort par tous les moyens qui sont les leurs, parce qu'ils défendent leur petite identité, substitut identitaire, leur petite place, leur petit poste, ils défendent leur monde, leurs privilèges. Et voilà, face à ça, nous on est là. Moi je préconise pas du tout de haïr ces gens-là, je préconise de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Et ce qu'il faut essayer d'expliquer à nos populations pour essayer de faire évoluer les choses. Dans la deuxième partie de votre livre, vous nous posez des questions directes sur notre propre rapport au monde et à notre liberté. Est-ce que vous diriez que les gens sont naturellement soumis ?
Oui, 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 La nature humaine, elle est soumise. oui, oui, enfin, en tout cas très majoritairement, les êtres humains sont, oui, cet état de servitude volontaire dont parlait la Boétie il y a déjà quelques siècles, on est complètement dedans. On a beau se donner de grands airs en disant moi je suis libre, moi je fais ce que je veux, on sait très bien qu'on est parfaitement bien réglé et obéissant, qu'on a nos horaires, qu'on ne déroge pas nos habitudes, il y a une hiérarchie sociale qui est hallucinante et jamais, jamais, jamais Monsieur Moyen ne l'enfreindra. Nous, on est extrêmement, extrêmement socialisés, civilisés comme on veut, mais on peut appeler ça aussi domestiqués. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce choc culturel immense entre une population archi-domestiquée qui est la nôtre, la population française historique, et cette population issue de l'immigration qui n'a pas les mêmes référentiels culturels. Et on voit bien que ça se passe assez mal. Parce que nous, chez nous, on n'a pas le droit de jeter des choses par terre, on n'a pas le droit de taper dans la tête de quelqu'un qui nous a refusé une cigarette, enfin, ça n'est même pas envisageable. Donc il y a un gros problème voilà, il faut que Monsieur Moyen se dédomestique un petit peu, et peut-être les choses iront mieux. Est-ce qu'on peut dire que votre livre, c'est une sorte de psychanalyse finalement? Alors, la psychanalyse, le mot m'effraie un peu, hein, parce qu'on peut, encore une fois, c'est un peu comme la géopolitique, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. Je pars plutôt d'une analyse vraiment biologique de ce que nous sommes devenus en tant qu'espèce et là où nous allons. Et encore une fois, cet appel, moi, de la domestique, de la soumission, de la servilité me fait peur. J'ai peur qu'on soit plus en train d'aller vers la fourmilière, c'est-à-dire vers le renoncement complet à l'autonomie, à la dépendance, à la liberté. Du moment que tout ça est bien orchestré, j'ai peur que les Français soient prêts à donner encore plus à un système tout-puissant, plutôt qu'à revenir à à eux-mêmes, à leur existence. Ça, c'est ma crainte pour l'avenir. C'est pour ça que je parle de fascisme domestique, d'appel vraiment d'une hyper-domestication. Malheureusement, je pense que, enfin, heureusement, malheureusement, le système qui nous dirige aujourd'hui n'est plus à la hauteur et ne pourra pas remplir ses obligations très longtemps. Donc, et s'il s'effondre, c'est d'autant plus urgent de ne pas être tout à fait domestiqué, parce qu'une créature domestique, quand son maître n'est plus là pour la nourrir et pour s'occuper d'elle, en général, elle finit mal. Alors justement, dans la dernière partie du livre, vous expliquez comment mettre fin à la situation actuelle. Alors je le dis à ceux qui nous regardent d'ailleurs, quand vous en arrivez là, en général, si vous avez vraiment fait l'exercice de lire attentivement ce livre, vous êtes déjà bousculé. Alors je vous pose la question, Laurent Berton, comment est-ce qu'on peut mettre fin à ce système? Alors, il y a plusieurs pistes dans ce livre. Évidemment, il y a les solutions politiques, dans la mesure où la politique pourrait encore s'appliquer. Le déclencheur, le déclic que vous avez. Voilà, les solutions sont extrêmement simples, hein. Par exemple, sur la sécurité, vous appliquez la loi, vous construisez des prisons, vous expulsez tous les criminels et délinquants étrangers, tous les irréguliers, vous réglez 90% de la question de l'insécurité en quelques mois peut-être. Bon, le veut-on? C'est ça la vraie question. L'immigration, c'est pareil. Si l'administration arrête d'organiser cette immigration, si elle condamne plus fermement l'immigration illégale, l'immigration va s'arrêter elle aussi. Ce sont vraiment des choix politiques. Et le problème, c'est que, encore une fois, cet État, cette administration fait obstacle à tout ça, à ce retour au réel. C'est pour ça que je préconise de commencer par le citoyen, de faire des citoyens des soldats intellectuels. Vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de pousser à la guerre civile, justement, mettre de l'huile sur le feu? Justement, le problème, c'est que là, on marche, même pas la guerre civile, mais l'effondrement et la guérilla, tous contre tous. On y va tout droit. Si on n'a pas le courage maintenant de dire stop et de trouver des solutions évidemment très très directes, notamment en désarmant ce politique, en mettant cet État hors d'état de nous nuire, et en nous-mêmes reprenant la maîtrise de notre destin, en disant maintenant ça suffit, il faut ça, il faut des garanties, il faut qu'on crée des contre-pouvoirs crédibles, qu'on soit un contre-pouvoir crédible, qu'on puisse plus nous balader pendant des décennies en nous disant promis, vous allez voir, on va contrôler. Ça fait des décennies qu'on nous dit le discours de fermeté, par exemple, qui n'existe pas dans les faits. À un moment, il faut que les Français se fassent respecter et qu'ils trouvent les moyens de le faire.
Certains de vos détracteurs, justement, vous accusent, en tout cas j'ai lu un petit peu ça ici ou là, de sombrer dans le catastrophisme. Quelle réponse vous leur donneriez Bah, moi, j'ai pas du tout l'impression d'être pessimiste Un peu quand même. de manière mais non, j'ai pas l'impression moi de l'être parce que Non, mais à raison, hein, mais je me dis que on est quand même, une vision noire de l'avenir quand même. oui, mais on est plus nombreux, beaucoup plus nombreux qu'avant à voir les choses. On est soumis. Il y a une évolution rapide de la situation. Alors effectivement, quand on est encore une fois sur le pont du Titanic, qu'on voit le truc arriver, on se dit c'est toujours trop tard. Il faudrait que ça aille plus vite. Évidemment, moi je souhaite ça. C'est pour ça que j'essaie de passer, communiquer ces messages à mon lectorat. Mais oui, il faut que ça aille plus vite, mais il y a quand même un mouvement, il se passe quelque chose. Je ne promets pas du tout des lendemains qui chantent, je ne sais pas quoi. Hein. Si on se retrouve sur les navires de sauvetage, les bateaux de sauvetage, là on aura froid, il faudra ramer, ça ne va pas être facile, mais on sera peut-être encore là. Et c'est ça, autant se préparer tout de suite, autant faire le maximum aujourd'hui pour pas avoir de regrets demain. On a bien été con d'attendre comme ça, de se retrouver complètement à poil quand tout nous est tombé sur le coin du nez, alors qu'on aurait pu avant peut-être sauver la situation. Si on avait tenu compte du gars qui nous disait attention, il y a des glaces, réduisez l'allure, etc., on aurait peut-être évité tout ça. Donc c'est pour ça, moi je suis ni optimiste ni pessimiste, ce sont deux manières de se tromper et j'essaie d'être vraiment froidement réaliste. En tout cas, votre style, il est incisif, parfois brutal, presque pamphlétaire. Pourquoi vous avez choisi justement cette forme pour transmettre vos idées ? Aujourd'hui, on n'a pas trop le choix parce que il y a, je sais pas, à chaque rentrée littéraire, vous avez 500 à 600 bouquins qui sortent. Vous avez tous les médias, vous avez tous les écrans. Et les gens, maintenant, ils lisent plus beaucoup, paraît-il. Ils sont sur leurs trucs, leurs jeux, leurs machins. Il y a une offre les cerveaux, ils sont plus disponibles. On disait avant, c'était pour les cerveaux disponibles, les publicités. Maintenant, ils sont saturés. Ils n'ont plus le temps. Et si on réussit à les attraper, ne serait-ce qu'un moment, avec notre couverture et notre titre, et qu'ils tournent la page et qu'ils tombent sur le texte, il faut les attraper. Voilà, Monsieur Moyen, je le violente sur son chemin de promenade. Peut-être ça lui plaît pas, il se prend des baffes, etc. Mais c'est une manière de le saisir, de le happer, de dire moi j'essaie de pas être un simple bien de divertissement. Oui, il a payé le livre, je suis content, ça me rapporte de l'argent, mais le but du jeu que j'essaie d'exposer, c'est que ça a un impact réel sur lui. Maintenant, quand je vois comment on consomme l'actualité, par exemple, là on a Mayotte, oh là là, les pauvres gens, etc. On fait acte d'émotion sociale. Une minute de silence. Voilà, on fait notre petit truc, et le soir on rentre chez soi et c'est terminé. Le lendemain on passe à l'information. Vous seriez prêt à mourir pour ce que vous décrivez, vous, Laurent Berton ? Ah pardon ? Vous seriez prêt à y aller de votre vie, enfin, je suis un peu caricatural, mais à mourir pour ce que vous décrivez ? Je pense qu'il faut savoir mettre, j'explique ce que disait Céline, sa peau sur la table. Si on a c'est une question de fierté et de responsabilité. Quand on est dans une situation vraiment extrêmement merdique, on fait face. Et alors peut-être, j'en sais rien, peut-être je ne serai pas capable de le faire. Ça, on est jugé, encore une fois, c'est l'épreuve qui nous juge. Et on verra. Mais en tout cas, il faut partir du principe qu'on va essayer et qu'on va pas se laisser balayer. Est-ce qu'on peut faire un lien entre votre livre et justement quelqu'un qu'on recevait la semaine dernière, le fameux manuel insurrectionnel de Juan Branco ? Alors, Juan Branco un petit peu ? Non, justement, j'ai jamais lu ces bouquins. J'ai un peu entendu parler, etc. Pareil. C'est marrant. Et on vous en a pas beaucoup parlé Non, très peu, mais peut-être parce qu'il vient de l'autre bord politique. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a. Vous l'avez jamais rencontré, non ? Jamais rencontré, jamais croisé. Moi, il faut savoir que je rencontre très très peu de gens. Il vit comme un ermite ? Oui, un petit peu. Vous viviez où d'ailleurs ? C'est pas par asocialité, mais c'est plutôt pour ne pas être sous influence. Voilà. D'accord. Moi, je vis dans le fond de la campagne avec mon petit bois, mon petit terrain. Voilà, un petit peu reclus. Moi, je ne pourrais pas du tout vivre en ville. J'aime beaucoup la campagne très profonde. Et donc, pour garder les pieds dans la terre. Voilà, ça vous parle un petit peu quand même Oui, j'avais vu quelques-uns des titres de ses bouquins, un peu entendu parler de ce qu'il faisait. Je vois qu'il a beaucoup d'affaires. Évidemment, c'est un avocat dans des milieux qui prête le flanc à beaucoup de polémiques. Lui aussi s'attaque à ses artistes, à tous ces
ce politiquement correct. Bah, il faudrait que je lise pour voir voilà, quels sont ses angles d'attaque. Moi, j'ai entendu dire qu'il était plutôt à gauche, mais que oui, il avait cette vision d'une situation quasi insurrectionnelle qui venait, qui était peut-être même nécessaire de son point de vue. Ça, je ne sais pas, je ne veux pas parler à sa place, mais en tout cas, oui, il faudrait que je le lise. Vous citez Héraclite et d'autres penseurs anciens. Quelle influence ces philosophes, justement, ils ont sur votre vision du monde? Oh, bah, elle est majeure parce qu'on se rend compte, quand on prend du recul, souvent on se contente d'un livre. Justement, en France, on n'a pas beaucoup le temps, alors on se dit, tiens, j'ai lu un Nietzsche, j'ai compris le monde. Non, il faut prendre le temps de lire un peu tout le fil de la pensée occidentale. Et on a des penseurs vraiment extrêmement pénétrants qui sont encore une fois un legs extraordinaire. Donc, alors on peut se divertir, hein, mais c'est bien aussi de prendre 5 minutes pour méditer à ça, à ces grands penseurs qui nous ont vraiment défriché le terrain. Et on peut beaucoup s'aider, par exemple, des stoïciens pour appréhender ces réalités, de se dire oui, c'est très dur, mais les choses de valeur sont fabriquées en enfer. C'est pas un stoïcien, c'est un auteur plus récent qui dit ça, Nick Land, pour vous dire qu'il y a une épreuve, bah, très bien, c'est l'occasion pour vous de vous mettre en valeur. Parce que s'il ne se passe rien, si vous vivez une époque sans intérêt, bah, votre vie n'en aura pas beaucoup plus, et vous serez oublié des tablettes, vous n'aurez pas pu faire vos preuves. Donc voilà, ce sont des manières d'appréhender les choses de manière un peu assez frontale qui me plaisent bien. Votre livre, en tout cas, il semble poser une question fondamentale. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore être libre dans une société moderne? Oui, c'est le problème, ce que j'ai expliqué dans ce livre. Souvent, ceux qui veulent vraiment être libres, ils se disent, ben, je veux plus payer le salaire de Léa Salamé. Et comment c'est possible concrètement? Eh ben là, bonne chance. Là, vraiment, vous allez être l'ermite avec son cabanon dans sa forêt qui tire sur les gens qui approchent. Si on va vraiment au bout de la logique, on en arrive là. Alors, il faut trouver l'équilibre entre Diogène dans son tonneau qui insulte tout le monde parce qu'il veut être libéré de toute convention. Là, on devient prisonnier de sa liberté en quelque sorte. Il faut trouver l'équilibre. On est des animaux sociaux. On sait bien qu'il y a des contraintes dans la vie, il y a des nécessités. Mais il ne faut pas se laisser dévorer par l'époque, par le jeu politique, par une mode morale, par une idéologie. Il faut toujours essayer de garder le contrôle. Se dire, voilà, je dois rester ce que je suis en toutes circonstances. C'est pour ça aussi que je renvoie souvent à ces auteurs anciens, à Jean de La Fontaine, La sagesse des nations, ce qui a duré dans le temps. L'époque aujourd'hui est bâtie sur la frénésie, sur la modernité, le changement, les idées nouvelles, etc. Il faut prendre du recul, voir pourquoi on est là, évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, rester calme par rapport à tous les changements et à toutes les informations. Encore une fois, il faut aussi prendre de la distance par rapport à l'information. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop pour nous. On vivrait sûrement mieux si on se calmait un petit peu en se disant, bon, bah, comme disait Marc Aurèle, si tu ne peux pas faire quelque chose sur tel sujet, bah, sens-toi tranquille, tu n'y peux rien, donc tu n'as pas à t'inquiéter, ça ne changera rien. Oui, c'est une façon de voir qui est plus positive. On va arriver bientôt au terme de cette émission. Tout d'abord, est-ce que vous avez un message à adresser à ceux qui peut-être nous regardent et hésitent à entrer dans ce combat que vous décrivez? Je dis qu'il ne faut pas hésiter parce que la vie est courte et techniquement on n'en a qu'une. Alors peut-être que je serai démenti, mais normalement on n'en a qu'une. Partons de ce principe. Et il vaut mieux arriver à la fin avec cette satisfaction, avec ce côté de se dire j'ai pas transigé, j'ai pas triché, j'ai pas collaboré à ma perte. Malheureusement, on le fait tous un peu. Encore une fois, moi, je paye mes impôts, donc je paye le salaire de Léa Salamé, etc. Donc je suis quelque part tenant de tout ça. Mais j'essaie de aussi travailler un contrepoison, un antidote. Donc je dois pouvoir me dire à la fin, j'ai accompli. Un joli nom de livre, ça. Oui, exactement. J'ai accompli ma mission. J'ai pas trahi ceux qui sont morts avant pour ce pays, ceux qui ont travaillé toute leur vie pour que ce pays puisse être ce qu'il est. J'ai pas endetté mes enfants, je leur ai pas dit bon bah démerdez-vous avec tout ça. Voilà, je laisse dans l'état où je l'ai trouvé à minima et même un peu, j'espère un peu mieux. Donc voilà, il me reste sans doute plein de choses à faire, mais en tout cas il faut essayer de le faire. Et vraiment, je pense que la satisfaction, l'accomplissement passe par là et qu'un homme qui ne va pas
au bout de son accomplissement, n'est pas vraiment, ne mérite pas vraiment ce nom d'homme. C'est quoi vos autres projets de livres, là? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oula, alors j'en ai beaucoup trop, c'est ça le problème. Un problème de luxe en quelque sorte, mais j'ai au moins 7 ou 8 projets là actuellement. J'essaie de faire le tri. Je n'ai pas encore pris la décision absolument certaine de quel sera le prochain. Ça dépend un peu aussi de l'actualité. Et voilà, donc tant que la situation n'est pas résolue, je pense que je vais rester dans cette tension métapolitique sur la nécessité de faire évoluer les choses, mais j'ai aussi beaucoup d'autres projets que j'aimerais bien traiter, mais que malheureusement... Toujours dans le domaine écrit Oui, ouais, pour l'instant c'est vraiment l'écriture. J'ai jamais eu envie de passer, parce que souvent il y a un lien qui est fait entre les écrivains et l'image, quoi. Vous n'avez pas envie de passer à un film, par exemple, ou à la réalisation, un documentaire? Alors, j'en profite pour passer le message. Si les droits de Guérilla sont libres, et si jamais, je sais pas, du côté de Vivendi ou de Bolloré, une adaptation les intéresse, on peut en parler, parce que effectivement, on se dit qu'il faut la guerre culturelle, il faut pas la cloisonner. Moi, j'écris parce que c'est ce que je réussis à faire à peu près, mais j'aurais pu peut-être faire de la sculpture, du dessin, de l'image, et j'espère que ça en inspirera d'autres, et qu'enfin on aura justement cette émulation culturelle nécessaire, vitale, qu'on va sortir de la culture sous cloche, de subventions d'État, enfin on voit toujours... Mais je vous demandais ça, moi, sur le plan de l'exercice. Adaptation. Est-ce que ça vous intéresserait de réaliser, par exemple, l'exercice ne doit pas être très loin Ouais, ce serait encore vraiment... en plus, Guérilla a été vraiment écrit, par exemple, comme vous aimeriez réaliser l'adaptation, c'est ça? En tout cas, j'aimerais bien avoir mon mot à dire ou avoir un regard là-dessus, parce que dans mon idée, les scènes sont vraiment graphiques. Utoya aussi avait été écrit exactement comme ça, dans cette idée d'adaptation. Après, je sais bien qu'on ne peut pas tout contrôler, mais j'aimerais bien... Orange Mécanique, ça avait été déjà pris. Oui, c'était exactement. Mais pareil, on a eu énormément de contacts, de discussions pour faire un documentaire, etc. Mais encore une fois, on est en France et c'est ô combien difficile. J'espère que c'est en train de changer. À l'approche de l'année 2025, c'est dans quelques jours, on est à la dernière émission de l'année, donc on est ravis de la terminer avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Laurent Berton? Toujours autant de succès d'abord? Oui, alors je préférerais avoir beaucoup moins de succès et que la situation soit résolue. On peut espérer ça, très honnêtement. J'aimerais mieux écrire sur d'autres sujets et trouver le succès. Voilà, donc on peut espérer ça. Après, évidemment, c'est assez banal, mais moi, je suis plus adepte de la prière du para. Je ne sais pas si vous connaissez. Je préfère la violence, la bagarre, l'épreuve, etc., les ennuis, parce que c'est là-dedans qu'on apprend et qu'on se grandit. Moi, je laisse aux autres la santé, c'est un la peu ma théorie par rapport au politiquement incorrect. Je veux dire, les trains qui arrivent à l'heure, bon. Exactement, oui. C'est intéressant. Il faut un peu d'action quand même. Vous la voyez comment cette prochaine année, justement Alors là, on est vraiment dans la fin de la décrépitude. Il y a des événements politique. Que vous attendez vraiment avec impatience. Là, si on devait en lister un ou deux. Honnêtement, alors je sais pas, il faudrait que tous ces messieurs aient le courage de s'autodissoudre, mais je sais que ça n'arrivera pas parce qu'ils sont là, ils ont tout sacrifié pour ça. Ils sont prisonniers de leur rôle, de l'appareil, donc ça n'arrivera pas. Est-ce que la France peut tomber plus bas encore? Oui, absolument. Oui, il y a encore la marge. Encore. On n'est pas encore l'Argentine d'avant Milei où vraiment il y avait, où c'était la crise de la faim. La Grèce, on en est absolument pas loin. La Grèce est passée très très près aussi. Mais voilà, le monde est aussi tellement complexe qu'on peut imaginer une situation de guerre qui dégénère quelque part, une crise économique venue d'ailleurs, les marchés, tel truc qui s'emballe. On est à la merci de tout ça, malheureusement. On est vraiment beaucoup trop dépendant. C'est pour ça, si vous avez l'occasion, campagne, un puits, un stock de bois, des fusils, et ça, voilà. Vous aurez peut-être un coup d'avance. Vous n'allez pas forcément gagner, mais ce sera moins pire. Bon, en tout cas, c'était comme d'habitude un plaisir de vous recevoir encore une nouvelle fois dans Les Incorrectibles. Merci beaucoup pour ce très long entretien, pas loin de 2 heures, donc merci vraiment beaucoup. À vous aussi de nous avoir suivis. Merci à vous tous pour cette année. Une nouvelle fois, vous nous avez soutenus. Alors, likez, partagez bien sûr ces émissions. Et puis, merci à vous, nos contributeurs sur Player, mais aussi maintenant depuis peu sur YouTube, puisqu'il y a maintenant de fonctionnalité, on peut justement mettre ses bonus également sur YouTube. On se retrouve quant à nous, ce sera l'année prochaine
avec un nouvel invité, une surprise, m'a-t-on dit, mais je vous laisse justement la découvrir. Et comme je ne cesse de le répéter à chaque émission, eh bien, on compte sur vous et surtout d'ici là, restez incorrectibles. Merci beaucoup Laurent Berton, à l'année prochaine, bye bye.